Parcours, trajectoire d'entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent, qui créent et qui innovent. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin sans détour, de parcours inspirants, de défis relevés, de succès célébrés et de leçons précieuses à partager. Parce que réussir, c'est avant tout oser, apprendre, évoluer et inspirer les autres. Chaque femme que vous entendez ici a une histoire singulière. Et dans chaque expérience, il y a des apprentissages qui résonnent bien au-delà du parcours individuel. Un podcast pour s'inspirer, apprendre et surtout passer à l'action. C'est parti, bienvenue dans Parcours. Bienvenue Fatou. Merci Marina et merci à Seynabou pour l'invitation. Bienvenue à toi et bienvenue à tous les oiseaux que vous entendez aujourd'hui. C'est magnifique. Aujourd'hui, nous sommes 3 plus beaucoup d'oiseaux. Voilà, c'est notre univers. Voilà, et c'est vendredi. Et on a envie de donner une bonne énergie à cette journée, à cette interview. C'est ça, c'est ça. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Super. Oui. Alors aujourd'hui, on est ici parce que on cherchait un univers qui te ressemblait. En quoi ce lieu résonne en fait chez toi? Alors, premièrement, c'est la nature, la biodiversité, voilà, les oiseaux qui chantent et voilà, le tie-and-dye. Le tie-and-dye, oui. Et pour ceux qui nous entendent ou nous écoutent et qui ne voient pas, il y a un gros quelque chose qui est en train de bourdonner fort. Donc, la nature, voilà. Tout à fait. Ça bouge, c'est vivant. Exactement. Et le tie-and-dye, c'est ça aussi. Oui, un peu mon univers personnel d'abord et après le tie-and-dye qui vient. C'est ça, c'est ça. Alors, tu nous viens de quelle ville, plus précisément? Alors, moi, je viens de la banlieue dakaroise, de la ville de Pikine et plus précisément à Guinaouraye. Tu es une boy Pikine Guinaouraye. Voilà, ragal du Djéguiraye. Ragal du Djéguiraye. Est-ce que tu as grandi dans la nature? Non, pas forcément, mais c'est venu plus tard. Voilà. C'est ça. Parce que ce matin, tu as quitté où pour arriver aujourd'hui ici? Alors, après, voilà, maintenant, j'habite à Nguéro, donc pas très loin d'ici. Et voilà, depuis quelques années, ma famille a déménagé à Nguéro. D'accord. Donc, votre famille a quitté Dakar pour venir à Nguéro. Pour venir à Nguéro. Oui. Ok, super. Alors, on va rester sur la famille d'ailleurs, en fait. On a une première question qu'on pose à tous nos invités. La petite fille que tu étais à Pikine, tu étais à Pikine quand tu avais 5 ans? Oui. Voilà. 5 ans à Pikine, cette petite fille-là, elle rêvait d'être quoi, de faire quoi quand elle serait plus grande? Alors, peut-être que j'aurai la première réponse étonnante dans cette émission. On est tout oui, on adore. Mais petite, je ne rêvais pas à grand-chose parce que je n'avais pas forcément le cadre, étant donné que j'étais dans la banlieue, dans une famille assez modeste. Donc, je n'avais pas forcément le cadre de voir des gens qui ont une vie professionnelle, comme par exemple des docteurs ou des avocats et tout ça. Donc, je ne rêvais pas forcément à grand-chose. Et je ne sais pas si je peux tout de suite parler de mon éducation. En fait, la première fois que tu as eu une idée d'un métier que tu avais envie de faire, c'était quoi? Oui, c'était venu plus tard à mon adolescence, on va dire. Voilà. Okay. Parce qu'à la base, je n'étais même pas censée aller à l'école, moi. C'est vrai? Pourquoi? Parce que je viens d'une famille où mon papa il nous a quittés très tôt. J'avais à peu près 4 ans. Et mes grandes sœurs, mes grands frères, ils ont tout de suite arrêté l'école pour aller apprendre des métiers. Mes sœurs elles sont devenues coiffeuses. Mes frères ont repris le business familial de mon père. Donc mon père il était technicien à la Sonatel et à la fois il avait son entreprise de bobinage. Et mes frères ils ont appris ce métier, ils l'ont repris.
Et moi, dans tout ça, j'étais la petite fille qui errait dans les rues. Voilà, j'avais rien à faire. Je tournais de baptême à baptême. D'ailleurs, j'ai des amis qui se moquent de moi toujours parce qu'ils me disent, toi, tout le temps pieds nus, tu errais partout à regarder. Exactement. Et donc, je regardais, je dansais, voilà, innocente. Il n'y avait rien. Exactement. Voilà. Et jusqu'à ce que ma maman, elle se remarie avec un monsieur qui a fait des études, qui travaillait à Dakar. Et c'est lui qui a insisté pour que j'aille à l'école, que je fasse ma rentrée. J'avais à peu près 6 ans, un peu plus de 6 ans même. Un peu plus de 6 voilà. ans. Il a insisté. Après, je suis partie à l'école. Et donc, à l'école aussi, c'était drôle parce que je me rappelle que la première année, je suis venue avec mes notes, ma composition, avec mon cahier. J'étais la 75e de ma classe. Sur combien? Bon, sur moi, il ne restait pas beaucoup, 75 dans une classe. Et donc mes sœurs, elles se moquaient de moi en me disant nulard et tout ça. Et là, j'ai débloqué quelque chose. Par exemple, je me suis dit non, je ne veux plus jamais ça. Je ne veux plus qu'on m'appelle nulard. Tu as été traumatisée. Voilà. Exactement. Et j'ai fait des efforts. Et après, je suis devenue 25e. Wow. C'était pas mal. Remontada de malade. Non, c'est clair. Oui, donc c'était toujours à Pikine. Et voilà, j'ai fait mon parcours là-bas. Moi, j'ai une petite question avant d'aller un peu plus loin. C'est que quand tu rentrais à l'école à peu près un peu plus de 6 ans, tu as appris à lire, écrire à ce moment ou non? Justement. C'est ça. Oui, je suis allée à l'école, je ne connaissais rien du tout. C'est ça. Tu as fait le CI directement? Oui, exactement. Je n'ai pas fait la maternelle. Donc, j'arrive, c'est CI, j'apprends à lire, à écrire et voilà. Et le français, tu parlais déjà français? Non, je ne parlais pas. En même temps, tu apprends une nouvelle langue aussi? Voilà, exactement. Et voilà, c'est comme ça. D'accord. Et du coup, comment ça se passe la suite? Alors, j'ai fait une année dans cette école parce que c'était assez loin. Parce que moi, j'habitais à Guinaorail et l'école était... il y avait des... Il y avait des routes. Les talis, c'était à côté de Dominique, de l'hôpital Dominique, donc très très loin de Guinaorail. Et il y avait des problèmes de sécurité. Donc on m'a rapproché un peu de Icotaf et tout ça. Donc j'ai fait le reste à l'école 4. Ceux qui habitent à Pékin vont connaître. École 4 en face du marché. Et j'ai fait mon parcours là-bas jusqu'au CM2. J'ai eu le brevet de fin d'études élémentaires. Et après, je suis partie à Buntu Pékin pour faire le lycée aussi. Le collège plutôt. Le collège. Voilà. Et au collège aussi, c'était autre chose. Ah oui? J'étais au collège, voilà, c'est l'adolescence. On commence à avoir des copines, voilà, on se prend pour une grande personne. Et là, on essaie aussi de développer sa personnalité. C'est ça. Voilà, donc un peu rebelle au collège, oui. Okay. Même le principal, il ne pouvait pas me voir. Et quand il me croisait, il me dit, toi, j'ai tellement hâte que tu quittes mon école. Parce que j'étais trop rebelle. Et j'allais là-bas juste pour avoir ma moyenne. Donc, je faisais le minimum, c'est juste avoir la moyenne et valider mon année. Et jusqu'à ce qu'un jour, ma grande sœur, elle en a eu marre, la coiffeuse. Elle était coiffeuse, elle a quitté ses études, mais elle ne voulait pas que je devienne coiffeuse. Donc, elle a trouvé un monsieur qui donnait des cours particuliers pour me booster un peu. Et c'est comme ça que je commence à être un bon élève. C'est ça. Oui, parce que c'est le monsieur, il me dit, toi, tu as un potentiel, mais on ne va pas te laisser t'égarer. Il fallait t'encadrer. Exactement, oui. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est assez intéressant. C'est vrai que je ne sais plus qui nous disait ça il n'y a pas longtemps, qui disait que dans son parcours, à un moment, elle a rencontré un enseignant qui a vraiment cassé son truc. Et je pense que Marina aussi, c'est pareil en termes de motivation dans les études. C'est vrai que dans les parcours de vie, il y a à un moment donné une rencontre avec un enseignant, un encadreur, etc., qui fait que on va shifter et on va vraiment... le déclic qui se fait. Il y a des déclics qui se font, ouais. Et parfois, le déclic se fait par quelque chose de positif, parfois par quelque chose de négatif. Parce que tu dis que le premier déclic, ça a été quand on s'est moqué de toi. Et tu t'es dit,
Ça, non. Non. Je ne veux plus subir ça. Voilà. Et comme quoi, on est capable de transformer le négatif en positif quand on oui. veut. Donc. Deuxième déclic, c'est ta sœur qui a dit ça suffit. Oui. Et quelqu'un qui est venu, qui a su voir ton potentiel et qui t'a accompagné. Exactement. Oui, parce qu'après, à ces âges-là, peut-être qu'effectivement, c'est les gens extérieurs qui peuvent qui peuvent voir le potentiel qu'on a. Nous, on n'en est pas conscient. On est en pleine crise d'adolescence, etc. Comme tu dis, on se cherche. Et on est très influençable, en fait. Oui. Voilà. À cette période-là, on est hyper influençable. T'étais chef de gang? On va dire un peu cerveau, mais pas chef. En fait, je donne mes idées, mais moi, j'applique pas les idées que je donne. tu envoyais les gens à la bagarre. Exactement. Mais c'est toi qui faisais les stratégies. Exactement. Mais après, je fais tout pour ne pas rentrer à la maison sans avoir la moyenne à la fin du semestre. Parce que sinon, ça va pas aller. C'est ça. Oui. Pour qu'on te laisse tranquille. Exactement. Mais on t'a quand même pas laissé tranquille. Non, on m'a pas laissé. Donc là, tu es soutenue et c'est au niveau du lycée ou c'était avant? C'était au collège. Okay. Voilà, c'est là où j'ai commencé à faire des bêtises. Et je me rappelle une fois, j'étais au collège, j'étais en 4e. Et j'avais un cours de SVT et il y avait les terminales qui étaient au lycée Limamoulaye. Ils sont venus, ils organisaient leur sortie à Ngor. Et moi, j'ai abandonné mon cours de SVT pour aller à l'île de Ngor avec ces élèves de terminale que je ne connaissais pas. Et quelqu'un m'a reconnue à l'île de Ngor. Il a informé mon grand frère. Lui, c'est mon papa. Il est toujours mon papa. Et c'est lui qui surveillait. Et quand je suis rentrée le lendemain, j'avais la tête pleine de sable. J'ai mis un foulard. Il m'a dit, faut n'écouter. J'ai dit, t'étais où hier? J'ai fait, ah non, moi j'étais à l'école, j'avais cours de SVT. Il me dit, arrête de mentir. On m'a dit qu'on t'a vu à l'île de Ngor. Et là, il m'a donné une claque. Le foulard est tombé. Et tout le sable avec. Oui, voilà. Et c'est là qu'ils ont dit, elle, il faut qu'on trouve un moyen de la recadrer parce que ça ne va pas du tout. Voilà. Et c'est ça. Et du coup, heureusement, je suis tombée sur le monsieur qui m'a tout de suite pris sous son aile parce que lui, il m'a tout de suite adoptée en fait. Il me gardait plus longtemps que les autres élèves. Il me nourrissait. Alors qu'il n'attendait rien en retour. Je faisais plus d'exercices et tout de suite ça a commencé à se voir. Je suis passée du fond de la classe au premier rang et en 3e, le principal est venu lui-même remettre les bulletins parce qu'il était étonné de mon évolution. Et il a fait un petit discours quand il m'a donné mon bulletin en disant « Oui, l'année dernière, je voulais la virer, mais cette année, je suis tellement fière d'elle. Elle est la 4e de la classe. Voilà, c'est son bulletin et tout ça. » Donc voilà, ça a commencé à faire naître aussi cette envie de faire plus. Ça t'a stimulé, voilà, quoi. Exactement. Tu t'es rendu compte que c'était possible aussi. Voilà, exactement. Et là, j'ai commencé à dire, ok, bon, là, il faut que je commence à rêver. Et là, j'ai commencé à rêver. Et du coup, je voulais faire des études pour devenir hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air à l'époque. Exactement. Et du coup, à l'époque, c'est quoi l'inspiration? Elle est venue d'où? Parce que tu me disais, petite, tu ne voyais pas de modèle qui t'inspirait. Mais là, du coup, entre-temps, est-ce que tu as vu d'autres modèles qui t'ont inspiré ou oui, ça venait d'où? Après, petite aussi, j'avais des modèles, mais ce n'était pas forcément... ce que les gens ont l'habitude de répondre. Oui, bien sûr. Par exemple, ma mère et mes tantes, elles étaient des commerçantes. Donc, Bana, elles faisaient leur tie and dye. Donc, depuis toute petite, elles faisaient la teinture tous les jours. Je me rappelle le soir, il y avait énormément de tissus partout dans le salon. Elles coupaient par-ci, par-là, faisaient des designs et tôt le matin, elles faisaient les tie and dye pour aller au marché Sandaga dans la journée. Donc ça aussi, c'était des modèles, mais bon, je ne voulais pas forcément faire ça. Voilà. Et ce qu'on a vu dans d'autres interviews, c'est que souvent les femmes, elles ne se sont pas rendues compte que ce qu'elles voyaient leur mère, leur tante faire, c'était des vrais métiers en fait. C'est ça. La cuisine, la couture, la teinture, ça fait partie du quotidien, c'est à la maison, donc on n'avait pas identifié ça comme des vrais métiers. Exactement, alors mais par contre, ça transmet des valeurs. Ça transmet des valeurs, la valeur du travail, parce que comme tu dis, ça se lève très tôt, ça se couche très tard.
ça bouge tout le temps, ça va Exactement. chercher de l'argent, ça va au marché Sandaga, etc. Donc, ça donne ces valeurs de travail, Oui. ces valeurs d'abnégation, ces valeurs, en fait, vraiment de se bouger et d'aller chercher quelque chose. Et puis, nous, bon, le job, quoi, vraiment. Voilà, exactement, le job, voilà. C'est ça. Quand tu veux quelque chose, tu vas aller toi-même le chercher, voilà, t'attends personne. Ouais. D'accord. Et Donc, ce qui est c'est ce que- intéressant, c'est que tu dis que quand tu as commencé à avoir des bonnes notes, là, tu t'es dit, je peux commencer à rêver. Exactement. Et Donc là, tu as vu qu'il y avait un possible, il y a un champ des possibles qui s'est ouvert. oui, C'est ça. parce que petite, je pensais que j'étais nullard. Donc là, je regardais la télé aussi, je voyais les hôtesses de l'air, je les trouvais belles. En plus, moi, je suis quelqu'un de très curieuse. J'ai toujours voulu voyager. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas hôtesse de l'air, comme ça, tu voyages beaucoup. Voilà, C'est ça. c'est ce que je me disais. C'est Je veux voyager, donc je veux être hôtesse de l'air. C'est incroyable parce que dans les entrepreneurs qu'on interviewe, ça revient souvent, hôtesse de l'air. Oui, Donc je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous depuis petite, où on se dit on a C'est envie que ça l'aventure. bouge, on a Voilà. envie de C'est découvrir. l'aventure, la découverte, l'indépendance, parce que bon, on prend son sac, on part, etc. Et du elles coup, sont belles aussi. elles sont très belles. Oui. Voilà. Et du coup, à l'époque, est-ce que tu t'es mise dans une dynamique de je veux être ça, donc je cherche des choses, je cherche comment le faire, les études, ou non, Oui, tu t'es tout dit... à fait, oui. Donc, j'étais en troisième et je voulais faire ça, mais mon tuteur, celui qui m'a encadré, il m'a dit non, tu as de très bonnes notes en maths, en physique, et voilà, donc on ne va pas te laisser aller dans les filières littéraires parce qu'il fallait faire ça pour être hôtesse de l'air. Et voilà, on s'est bataillé et tout ça. Après, celui qui a gagné, il a écrit S, série S. Ah oui, pour Oui, l'orientation. exactement, Voilà. ça Ah joue oui, c'est sur, ça, le, c'est sur ça. la Et carrière. donc, il a dit limite, pas hôtesse de l'air, pilote d'avion. Oui, plutôt. Façon Ou de bien, parler. oui, lui, il était plutôt c'est pas parce que tu es une femme que tu dois te limiter, tu peux être pilote d'avion. Exactement, il parlait comme ça, lui. Voilà, il tu faut- peux être il faut- ingénieur, il faut génie chier. civil, il est trop génie civil. C'est ça. Voilà. Donc là, c'est au niveau du lycée que tu as commencé Voilà, et la c'est filière scientifique. Voilà, au lycée, j'étais orientée au lycée Limamoulaye, donc en S1, donc on nous appelait la crème de la crème. La crème de la crème. Et puis nous, c'était nos concurrents au lycée Seydou Nourou Tall. Ah oui, C'était l'Imamou Seydou Nourou Tall. Donc voilà, c'était les deux écoles. Mais c'était vous une aussi, compétition saine. vous étiez la crème de la crème aussi. Oui, mais c'était une compétition saine parce qu'ils nous voyaient comme le lycée d'application, les petits... Les toubabs. Les petits toubabs. Merci. Toi, tu comprends vraiment de quoi je parle. Les petits toubabs, et eux, c'était la banlieue, mais c'est pas parce que c'est la banlieue qu'on ne sait pas. Truc. Mais ceux qui se trompaient, c'est qu'en fait, au lycée Sénotal, il y avait de tout. Il y avait des gens de banlieue, il y avait des gens de quartier bridge. C'était un petit échantillon, en fait, de tout, quoi. Mais c'était une compétition très saine. Très et saine, c'était très bien exactement. ça. Et voilà, on arrive en seconde, je me retrouve dans une classe où il n'y a que les meilleurs de tous les collèges de Pikine dans une seule classe. C'est ça. Là, tu te sens toute petite. Tu vois des gens qui te disent, oui, moi l'année dernière, j'ai eu 19 de moyenne. Toi, avec ta moyenne, tu les regardes comme ça. En plus, ils étaient orgueilleux. Ils venaient avec leur bulletin pour montrer qu'ils étaient... Voilà, genre, je fais un clin d'œil à certains qui se reconnaîtront. Qui se reconnaîtront. Ils sont des grands monsieur maintenant dans le pays. Donc, Écoute, bonjour les grands monsieur. voilà. Et voilà, ça, c'était une compétition. Et au final, j'ai dit, OK, S1, c'est pas trop fait pour moi. Ok. L'année suivante, je suis partie en S2. Ok. Mais la S2 qu'on avait, c'était une S2+. On nous appelait les S2+. Parce qu'on a récupéré tous les déchets des S1 pour faire une classe de S2. Donc, il y avait encore de la compétition encore dans cette classe. Il y a tellement de similitudes avec mon parcours, Oui. c'est ça. C'est que moi, j'ai fait S2 dès le départ. Et en seconde, et en première, non, seconde et première. Et en terminale, on a récupéré les S1 qui sont venus en S2 en mode, bon, poussez-vous, on Oui, arrive, ils sont etc. comme ça. Et nous, on leur a dit,
attendez. Oui, c'est ça. Ñun ngeen fiy fekk. Et pareil encore, une compétition très saine. Oui. Et bien, ça nous occupait parce qu'on était vraiment occupés en fait à travailler tout le temps, à avoir les meilleures notes. Des fois, Exactement. c'était quelqu'un de S1, des fois S2 et c'était super. Oui, Moi, c'est j'ai ça. fait une série littéraire, il y avait 0 compétition. Non, vous êtes cool. Mais ça, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est vrai que J'ai jamais connu ça, moi, la cette compétition, c'est souvent dans les séries scientifiques, Oui. etc. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Moi, j'ai fait un bac littéraire cinéma Tu l'as fait où? en France. Dans quelle ville? J'étais à Rennes Rennes. et C'est une Bretonne. Elle Ok, ne dans rate le jamais une Nord. occasion de le dire. Voilà. est-ce que tu aimes la Bretagne? Je connais pas trop. On va organiser Bon, des je suis voyages en allée- C'est Bretagne. la Bretagne, je suis allée à la Baule. Oui. À la Baule. C'est la Vendée. Bon, Voilà. ça passe. Ça passe. Mais c'est... En tout cas, c'est doux, c'est beau aussi. Mais c'est mon mari qui est allé à Seuil de Noroutal et qui me raconte toujours ces histoires de compétition. Moi, c'est vrai que j'ai jamais connu ça. Ce qui m'a motivée, moi, à un moment, c'est une conseillère d'orientation. Au lycée, je suis allée la voir et je lui ai dit, moi, je veux travailler dans le cinéma. Et elle m'a dit, ah non, il faut oublier, c'est un secteur bouché, il faut chercher autre chose. Et là, je lui ai dit, mais elle est gonflée, cette femme-là. De quel droit elle ose me dire non? Et du coup, j'ai travaillé et j'ai eu mon bac avec mention et j'ai fait du cinéma pendant 10 ans. Et après, j'ai dit, bon, j'ai prouvé à la conseillère d'orientation que je pouvais le faire. Maintenant, je peux faire autre chose. J'avais juste envie de lui prouver Oui, qu'elle avait tort. montrer qu'elle avait tort, oui. Mais je pense que la compétition dans les études, je pense que c'est bien un truc sénégalais non, qu'on a hérité de la France aussi. Parce que C'est possible. la France, c'est l'élitisme. Il faut toujours être le meilleur. Parce que en Allemagne, par exemple, ils ne sont pas très axés sur les notes. Voilà. Non, c'est vrai Je pense que c'est qu'en quelque France, chose on a qu'on un a- système très élitiste. Il faut toujours être les premiers. Ce qui est dommage, c'est que dans la vie d'aujourd'hui, en fait, il faut qu'on sache travailler ensemble. On s'en fout dans une entreprise qui est le premier ou qui n'est pas le Oui. premier. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble et à être complémentaires. Ouais, ouais. C'est ça. Et du coup, donc, tu te retrouves en S2 et comment ça se passe jusqu'au bac? Je passe le bac avec la moyenne. Puis, ouais, juste Voilà. Avec une petite mention. Et oui, exactement. Et là, avant, j'avais fait des démarches pour la France, la prescription. Et je l'ai eu pour Lyon. Enfin, j'avais eu aussi Côte d'Opale, je sais pas, Université de Côte d'Opale, je ne sais même pas où ce que c'est. Mais j'ai choisi Lyon parce que je voulais faire biologie à la fin. Parce que oui, pendant mon parcours scientifique, je voulais soit faire médecine ou biologie pour être chercheur, oui. Donc, pour être chercheur. Voilà. Ok. et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être chercheur? Je sais pas, peut-être parce que comme il y avait beaucoup de maladies au Sénégal, enfin les familles qui tombent malades, tu perds des proches, surtout à l'adolescence, j'ai perdu énormément de membres de ma famille. Donc je me suis dit ouais, pourquoi pas faire des études scientifiques pour pouvoir être médecin ou faire de la recherche pour faire avancer la médecine. Voilà. Ok. C'est ça qui m'avait motivée. Donc tu finis ton bac au Sénégal et tu as une place à Lyon, Oui, à l'université Claude Bernard. à Claude Bernard, Oui. sur les quais à Lyon. Non, c'est à la Doua, à la à Doua. Villeurbanne. Oui. Ok, ça marche. Et Et comment tu pars là-bas? Tu as une bourse? Comment tu fais? non, j'avais rien. Donc tu as ton inscription. T'as juste l'inscription. Oui, j'ai Enfin, l'inscription. l'après-inscription. J'ai l'inscription. Après, mon tuteur, il m'a beaucoup aidé financièrement aussi. Parce que là, il faut savoir que j'étais qu'avec ma mère et mon demi-frère qui m'aidait aussi. Et là, prescription. Et même moi, j'y croyais pas. Et j'avais commencé à faire mes démarches pour le visa, mais ça stagnait. Et aussi, comme quand on dit, des fois quand tu es destiné à quelque chose, c'est comme si tout le monde se réunissait pour que ça arrive. Et la maman d'une copine, c'était même pas ma maman, elle m'a donné de l'argent pour que je puisse aller faire des démarches pour mon visa et tout ça. Elle voulait. Et moi, je trouve. Parfois, on a des gens sur notre chemin qui nous mettent des bâtons dans les roues, mais parfois, on en Oui. a qui aussi. Peut-être parfois, c'est une partie de leur propre Oui. histoire. Ils Et n'ont pas pu faire quelque je pense, chose oui. et ils ont envie que toi, tu puisses, quoi. Oui, exactement. Je pense que c'était ça aussi. Donc, j'ai obtenu mon visa. Moi, le jour qu'on m'a dit bon voyage, moi, je ne pensais pas que j'allais avoir le visa.
J'ai reçu un choc dans mon cœur quand je tremblais quand je sortais. Parce que moi, je pensais qu'on allait me refuser le visa parce qu'il n'y avait rien qui n'allait. Et je me dis que oui, c'est ma destinée. Et tu avais quel âge? J'avais 19 ans. 19 ans, oui. On te dit bon voyage. Oui, alors que la personne avant moi, on lui a dit désolé ou quelque chose comme ça. Et donc moi, je m'attendais à ça aussi. Et là, je viens, on me dit bon voyage. Waouh. Oui, mais bon. Et là, il y a un autre problème qui se pose, c'est que je n'ai pas de billet. Ok. Maintenant, j'ai des visas. Aller en France, mais je n'ai même pas de billet. Et donc là, j'arrive chez moi, je montre à ma mère et tout ça. Et à ma grande sœur aussi, qui était coiffeuse, qui me dit, bon, on fait comment maintenant? Je lui dis, en tout cas, j'ai mon visa. Je dois partir étudier en France. Et là, elle commence à voir avec ses copines. Et elle avait une amie, c'est une personne qui connaît tout le monde. Elle a les relations, elle a tout le temps la bonne idée. Elle a dit, bon, pourquoi pas aller voir le maire de Pékin à l'époque pour lui montrer mes notes, mon billet, le visa et tout ça, pour lui dire que si vous ne lui achetez pas son billet, elle ne va pas faire ses études. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est le maire de Pékin qui a financé mon voyage. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis partie. Magnifique. Oui. Alors, incroyable. Tu as trouvé pour payer les frais de visa. Oui. Tu as trouvé pour payer le billet d'avion. Oui. Mais maintenant, tu arrives là-bas. Ah oui, j'arrive à la gare de Lyon. Non, mais moi, même avant d'arriver, ouais. Elle a réussi à faire tout ça. Mais il a fallu partir parce que ce qu'on comprend quand même dans ton enfance jusqu'au bac, c'est que finalement, il y avait quand même la famille qui était là, qui était en fait vraiment, qui créait un cadre, qui te remettait toujours, tu vois, qui recadrait, etc. C'était leur dernier espoir. On m'a dit, toi, tu ne réussis pas force. Donc c'était ça en fait. Oui. Donc je voulais comprendre. Une, quoi. Voilà, c'est ça. Je voulais comprendre que eux, comment ils le prenaient. Est-ce que c'était du coup une vraie aubaine de se dire, bon, il y en a une qui a la chance peut-être de s'en sortir, exactement, ou en tout cas de faire mieux que tout le monde. Oui. Ou est-ce que c'était, oulala, elle là, si on la laisse partir. Non, c'était plus, c'est elle qui doit réussir. C'est elle qui doit réussir. Ils avaient confiance. Voilà. Voilà. Et puis le tuteur que j'avais, lui, il discutait beaucoup avec eux pour leur dire, regardez, j'ai encadré d'autres élèves qui sont partis en France et maintenant ils sont cadres. Voilà. Donc ça les motivait aussi à me laisser partir. Ce tuteur, il faut une médaille. Oui, lui, c'est la meilleure personne que je connais de toute ma vie. Oh là là, pour moi. On le salue. Donc vraiment. On revient, tu as ton billet d'avion, tu fais ta valise. Oui. Est-ce que même tu sais quoi mettre dans ta valise pour aller dans ce pays bizarre-là? Est-ce que tu connaissais et même déjà la valise, je ne l'avais pas. Je l'ai achetée au marché. Elle était éclatée avant de quitter le Sénégal. Et même, est-ce que tu connaissais quelqu'un qui était parti en France, avec qui tu as parlé de c'est quoi la vie en France? Oui. Alors, la copine, la maman qui m'avait aidée, sa fille, on était de la même génération, mais elle était à Mariamaba. Ok. Et elle était partie un mois avant moi. Donc, elle était déjà partie, tout était en ordre, sauf qu'on n'était pas dans la même ville. Mais voilà, on parlait et tout. Oui. Ok. Donc, tu débarques avec ta valise. C'est bon? Tu débarques à Lyon avec ta valise éclatée. Non, tu l'as quand même rafistolée un peu avant. J'imagine vraiment trop l'image, tu sais. Les roues pétées. La valise chinoise, vraiment. La petite Sénégalaise d'19 ans qui débarque en France avec... Et attends, parce que tu arrives à Paris. Non, j'arrive à Lyon-Pardieu. Mais l'avion, il est bien arrivé à Paris? Lyon-Saint-Exupéry. Ah, tu as fait un vol vers Lyon directement? Oui, exactement. Ok, d'accord. J'ai fait un escale au Maroc, après Lyon, voilà. Donc, tu arrives à Lyon-Pardieu? Oui, j'arrive à Lyon-Pardieu, je sors de la gare et là, devant la gare, je vois un couple en train de se rouler des pelles. Et là, ça m'a toujours choquée. Bienvenue en France. Voilà, je me dis là, c'est pour de vrai, c'est pas dans les films, je suis en France. Et l'autre chose qui m'avait marquée aussi, c'était la grisaille parce que c'était octobre. J'avais un mois de retard à cause de mes démarches foireuses. Donc, c'était gris. Et tout de suite, j'ai eu la nostalgie du Sénégal. Ah, oui. Tout de suite, je me suis dit... Ton premier coup de blues, c'est vraiment l'arrivée à la gare. Je vois le ciel, je me dis, mais quand est-ce que je vais retourner chez moi? Et bon, après, il y a mes amis qui sont venus me chercher. On est partis chez eux.
Donc tu connaissais des gens qui étaient déjà à Lyon? Lyon? Oui, des gens de mon parcours qui ils sont venus en même temps que moi, mais bien avant moi, parce que j'étais en retard. Ok, donc finalement, ils ont déjà défriché le terrain pour toi, ils sont venus et après ils t'ont accompagné. Ils m'ont accompagné. Alors je pars le lendemain à la fac pour faire mon inscription et me dit c'est trop tard, vous êtes arrivé 1 mois en retard, vous ne pouvez pas faire ce semestre, on prépare les partiels bientôt. Et là, première déception, mais bon, on me dit si vous voulez, il reste de la place en maths ou en physique. Je dis non, je veux faire de la biologie, c'est ça ou rien. Et donc on me dit faudra attendre février. Donc je reste sans rien faire pour tout le semestre. Bon, sans rien faire. Après, j'ai fait quelque chose. Donc, tu as fait quoi? J'ai commencé à chercher du travail parce qu'il fallait que je travaille pour manger. Donc, j'ai fait du babysitting tout de suite. On m'a présenté à des familles et j'ai commencé à garder des enfants. Comme je ne pouvais pas aller à la fac officiellement, mais j'y allais quand même, en amphi. J'assistais aux cours, juste comme ça, par plaisir. Je me levais le matin, j'allais à la fac pour prendre des notes, connaître aussi, avoir des notions de ce qui m'attend le semestre prochain. Voilà. Ok, donc tu n'avais pas l'inscription, mais tu allais dans les cours magistraux. Parce que je connaissais une Sénégalaise qui était en biologie. Donc, je regardais son emploi du temps. Elle me dit, oui, aujourd'hui, on a biocell. Je dis, ok, je viens. Et voilà. Et tu faisais du babysitting? Oui, l'après-midi, les sorties d'école. Ok. Et donc, tu habitais où pendant ce temps-là? J'habitais en colocation avec 2 filles, juste en face de la fac. Après, la fin du mois, il fallait payer. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai fait mes études à Lyon aussi. Ah oui. Et mon mari du Sénégal, il est arrivé faire ses études à Lyon aussi. Donc, je vois ce que c'est. Et c'est pas évident l'arrivée à Lyon. En plus, les gens sont pas forcément très accueillants. Très snob. Oui, c'est ça. Même moi qui venais de ma Bretagne, quand je suis arrivée à Lyon, je dis ouf. Ils sont très... Parce que là, pour le coup... bourgeois. C'est ça. Oui. Parce que là, pour le coup, tu arrives sans bourse, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, comment tu t'es préparé à ça? Tu t'es dit, je viens, je cherche du travail. Mais comment tu pensais manger, te loger, etc.? Je me suis débrouillée. Tu t'es débrouillée? Oui. Les premières années, c'était que du débrouillardise parce que... C'est ça qu'on dit? Oui. Voilà. Parce que j'avais pas de plan. Et donc là, je vis dans cette colocation, mais après, c'était cher. Donc, je parle avec mes amis garçons. Je leur dis, vous avez vos comptes en banque qui sont pleins. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un appartement et vous allez m'héberger. Ils me disent, mais t'es sérieuse? Je dis, oui, je suis sérieuse. Après, eux, ils sont partis réfléchir. Mais après, c'était leur projet aussi de faire une colocation entre garçons. Ils étaient 2. Et on était au Sénégal aussi, au lycée ensemble, donc on se connaît très bien. Et il y en a un qui me dit, bon, ok, j'ai réfléchi, si tu veux, je te laisse ma chambre. Et moi, je vais habiter dans le salon. Et lui aussi, voilà, il a fait ce sacrifice pour moi. Pendant 1 année, il dormait dans le salon. Moi, j'ai pris sa chambre. Et à la base, c'était une colocation entre nous 3. Mais au final, toutes mes autres copines sénégalaises que je connaissais venaient dormir dans cet appartement parce que voilà, c'était la maison. C'était la maison. Manger du tchèp et tout ça, voilà. C'était vraiment le point de ralliement. Voilà. Je crois que Marina, toi aussi, ton mari, ça l'a beaucoup aidé, cette solidarité, mais par hasard, hein, il a croisé des gens qui lui ont dit mais tu sors d'où? Mais moi, je connais beaucoup de cas comme ça. Hein, il est arrivé, il connaissait personne et justement, il est allé à la gare, il a dit où est-ce qu'il y a des Sénégalais qui habitent? On lui a désigné un immeuble, il a regardé sur les sonnettes un nom sénégalais, il a sonné, il a dit, je viens d'arriver, je connais personne. Le gars lui a dit, viens, et il l'a gardé chez lui pendant 1 ou 2 semaines, il lui a expliqué comment ça marche, le pays, la ville, il l'a aidé à trouver un boulot, mais je pense que c'est intéressant, je suis contente que tu en parles aujourd'hui parce que beaucoup... de Sénégalais ne racontent pas. Oui, ils ont un peu honte de leur parcours. Voilà, ils ne racontent pas ça. Et en fait, quand tu parles à chacun a des histoires comme ça qui étaient vraiment pas faciles. Et je pense que c'est important de les partager. Oui, c'est clair. À la fois, ça rend plus fort, parce que tout ce qu'on traverse nous rend plus fort, mais à la fois aussi, ça peut aider d'autres à
se préparer ou à moins idéaliser l'arrivée en France. Moi, avant, je pensais que la France, c'est comme dans La Vie est belle. Oui, ou Saint-Tropez, je sais pas, la série là qui passe sur La plus belle la vie, exactement. Alors que c'est pas ça pour un étudiant qui vient d'arriver. Et du coup, oui, donc la belle coloc, comment on appelle ça, l'auberge sénégalaise, elle dure jusqu'à quand? Jusqu'au master, c'est ça? Non, jusqu'à L2, je pense, en deuxième année. Parce qu'après, on devenait de plus en plus nombreux. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait d'arriver en France, on l'envoyait chez nous, notre tuteur, parce que c'est le même monsieur qui nous a tous formés. Il envoyait tout le temps ses nouvelles recrues chez nous. Et il y avait un turnover, en fait. Et à un moment donné, moi, j'ai commencé à travailler et j'ai voulu avoir mon espace à moi. Et là, ça devient intéressant parce que je déménage à la place des terreaux. Alors la place des terreaux à Lyon, c'est The Place. C'est une place ancienne en plein centre-ville, magnifique. Ah oui, je vois. Ah oui, exactement. Et juste 2 rues derrière la place des terreaux, entre la place des terreaux et les quais de Saône, je pense, c'est ça. J'étais là-bas et c'était une famille lyonnaise qui voulait une fille pour les aider de temps en temps avec leurs enfants parce que le monsieur il travaillait en semaine à Paris et la dame elle avait besoin de quelqu'un qui la soulage dans genre fille au père. Voilà, exactement. Ouais, en échange elle m'a loué une chambre avec sa salle de bain et tout ça et j'avais accès à tout l'appartement. C'était un appartement très très grand à Lyon. La classe. Donc encore un beau un beau belle coup de rencontre pouce du destin qui t'a envoyé dans cette famille-là. Et donc là-bas, tu restes combien de temps? Je pense que je suis restée 2 ans. Ah oui. Oui, voilà, je suis restée 2 ans. Le temps de faire le master, du coup. Voilà, après, moi, ma licence, je l'ai fait un peu plus longtemps parce que j'ai raté le semestre. Après, j'ai beaucoup travaillé. Oui, parce qu'il fallait tout le temps travailler. Ouais, sinon, voilà. Et du coup, j'ai raté des cours par-ci, par-là. Et il fallait que Et à Lyon, à l'époque, leur système, c'était si tu rates une seule matière, tu ne valais pas ton semestre. C'était vraiment compliqué. Donc, à chaque fois, j'ai raté mon semestre à cause d'une seule matière et le semestre suivant. Donc, après, j'ai fait 4 ans, ma licence. Et à l'appartement de Lyon, j'avais un jour un ami, c'est un Français, lyonnais, mais il connaît le Sénégal. Il s'appelle Guilhem Sarr, c'est un prof de Wolof. Ah oui, voilà. Il est là, à Dakar. Oui. Tu l'as connu là-bas? Oui. Waouh. Et lui, comme il connaissait où est-ce que j'habitais au Sénégal et où est-ce que j'habitais à Lyon, un jour, il est venu manger le tchèp. Et à un moment donné, il était comme ça. Je lui fais, mais pourquoi tu me regardes? Il me fait, Fatou, de la banlieue sénégalaise au premier arrondissement de Lyon. Quand même, quelle évolution. Après, je te jure. Voilà, il se moquait de moi parce qu'il trouvait ça étonnant de faire ce saut. Et voilà, je suis restée là-bas 2 ans. Ok. Et tu valides ton master? Oui. Je valide. En quoi? En microbiologie moléculaire. Ah oui, carrément. Oui. Ouais, voilà. Donc là, tu avais envie de faire quoi avec ce diplôme? Après, je voulais faire de la recherche. J'ai d'abord voulu faire un master qu'on avait créé à Lyon, qui s'appelait cancérologie, mais c'était très sélectif et il privilégiait les anciens étudiants de médecine. Voilà, donc j'ai déposé, mais je n'ai pas été prise. Après, c'est par là que quand j'ai fini mon master en microbiologie moléculaire, là, je me dis je vais faire un doctorat. Voilà. Donc, je commence à déposer et du coup, je ne voulais plus habiter en France. Ça y est, t'en avais marre? Non, en fait, oui, peut-être un peu que j'en avais un peu marre parce que dans notre parcours, les professeurs d'université, ils venaient nous dire « Ok, vous faites cette formation, mais sachez que quand vous aurez fini, soit vous allez être technicien, donc c'est le plus bas de l'échelle, alors que tu as fait un doctorat, alors que technicien c'est Bac+3,
Donc, vous allez avoir le salaire d'un technicien ou bien vous allez chercher autre chose ou bien aller à l'international parce qu'en France, ça ne paye pas. Donc, ça te démotive à rester en France. Et l'autre expérience que j'ai eue, c'est que pendant mon master, je travaillais comme aide à l'hôpital les week-ends. Donc, je faisais le ménage, je servais les repas et tout ça à l'hôpital de Lyon, je ne sais pas quoi. C'était Lyon 2, à côté de l'université Lyon 2, sur les quais. Voilà. Et un jour, il y a eu un problème avec l'une de nos responsables et elle m'a convoquée dans son bureau et elle m'a sorti une phrase tellement bizarre que je me suis dit non, je ne veux plus rester en France. Elle m'a dit, oui, Fatou, je sais que tu es une fille ambitieuse, tu rêves de faire plein de trucs, mais il faut respecter ton travail parce que, avec les filles comme toi, on ne peut pas tout le temps avoir ce qu'on veut. OK. Moi, j'étais, OK. Et là, je sors, je me dis, si je vis dans un pays où la plupart des gens, ils ont cette mentalité de me voir à travers ma couleur de peau ou mon origine, alors qu'elle n'était même pas blanche. Enfin, elle me sort ça, je dis, si elle me sort ça, ça veut dire que majoritairement, les gens, ils pensent comme ça. Au lieu de voir mes compétences, je vais changer de pays. Après, c'est comme ça, j'ai commencé à chercher dans d'autres pays. L'Irlande, l'Allemagne, le Pays-Bas. J'ai fait beaucoup d'entretiens et au final, j'ai 2 offres, l'Irlande et l'Allemagne. Okay. Et là, j'aime l'Irlande parce que c'est grand, c'est vert, c'est tout ce que j'aime. L'Allemagne, j'ai été là-bas 3 mois pour faire fille au père pendant les vacances et j'aimais la ville où j'étais. Donc après, j'ai choisi l'Allemagne. Et justement, j'avais cette question-là. Pendant tout ce temps-là que tu as passé à Lyon, est-ce que tu es rentrée au Sénégal ? Une fois. J'avais pas les moyens. C'est ça qui est dur aussi. C'est bien, oui. À l'époque, les billets d'avion aussi, c'était hyper cher. Parce que maintenant, ça change un peu, mais avant, c'était cher pour un étudiant de rentrer. Et donc, tu n'as pas vu ta famille de toute cette... Une fois, je suis partie, voilà. C'est toi qui es partie. Voilà. Et eux non plus ne pouvaient pas venir. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc il y a quand même le mal du pays qui doit être assez... Après, j'étais une vraie Lyonnaise. Hein. Ah, c'est ça. J'aimais beaucoup Lyon, sortir sur les quais, voilà. Aller dans les bouchons lyonnais. Et du coup, on voit vraiment que tu as poursuivi ce parcours depuis la série S, la S2, biologie, le doctorat et tout ça. Et le doctorat, il est en quoi d'ailleurs? C'est en allemand, c'est ça? Oui, c'était en anglais, mais je devais étudier des environnements complexes comme le pétrole ou les mines de charbon pour trouver qu'est-ce qui vivait là-bas. Et savoir comment je pourrais les extraire pour connaître leur impact dans cet environnement. D'accord, voilà. Dans leur écosystème, oui. C'est ça. Donc c'était microbiologie, moléculaire, bioinformatique, c'était un mélange de beaucoup de choses. De tout ça. Wow, ok. Mais du coup, pendant tout ce temps, en fait, où se situe Seine-Artisan? Au fin du doctorat, à la fin. À la fin du doctorat? Oui. J'imagine que ta mère a toujours continué pendant tout ce temps. Voilà. Oui, elle faisait ses boubous comme ça. Oui. Voilà. Et ça? C'était pendant le Covid. C'était pendant le Covid. Oui. Donc, tu es resté combien de temps en Allemagne? En Allemagne, j'ai fait, mine de rien, 7 ans. 7 ans? Oui. Oui, le doctorat a duré 7 ans. Non, 4 ans. Après, j'ai travaillé aussi en Allemagne. Okay. Voilà. Tu as travaillé dans quel domaine? J'ai travaillé dans une boîte qui vend des données au milieu biomédical. Donc, rien à voir avec mon doctorat. Ok. Intéressant. Et donc, pendant le Covid, vient l'idée de Seine-Artisan, mais c'est à un moment donné, tu avais eu envie d'entreprendre, que ce soit dans ça ou autre chose, mais est-ce qu'à un moment donné, tu avais eu envie de ça? Oui, j'ai essayé plein de choses pour faire disparaître un mal qui était en moi. Parce qu'il faut savoir qu'à Lyon, j'étais vraiment la fille très hype, on dit. Beaucoup d'amis, les sorties, la belle vie. Et là, j'arrive en Allemagne.
aussi, des fois, quand vous choisissez un pays, il ne faut pas se limiter juste à l'expérience que vous avez eue dans une ville. Voilà. J'ai choisi une autre ville où l'ambiance n'était pas très chaleureuse. Voilà. Donc là, je débarque, les gens sont très froids, je suis isolée. Je suis isolée et le doctorat très difficile parce que c'était un sujet de recherche et développement. Donc il n'y avait pas quelque chose de déjà fait sur ce point. Et là, j'étais tout le temps enfermée et j'ai d'abord essayé le voyage. J'ai fait le tour de l'Europe. À chaque fois que j'avais un week-end, je grattais un lundi, je partais en Italie, Espagne, Pologne, Amsterdam. Tu as vécu la vie de test de l'air. Bac, exactement. Ouais. Et tu as fait ça toute seule? Oui, toute seule. Je voyageais presque chaque mois. Je me dis, je vais là. J'avais mon tote bag, enfin mon pack-bag, oui. Et voilà, j'ai fait République tchèque, l'autre pays du Nord. Comment ça s'appelle? Danemark. Voilà, plein de pays, bref. Et au final, je me dis quand même, ça va toujours pas. Je voyage, mais quand je rentre, je suis vide. Parce que je retrouve mon quotidien. Et là, je me dis, bon, peut-être que je vais essayer d'entreprendre dans quelque chose. Et c'était l'ère du Covid, renfermé. On n'avait rien à faire. Et je pense que c'est là que les podcasts ont aussi fait beaucoup de... Enfin, il y a eu un boom des podcasts. Tout le monde faisait des podcasts. Oui, voilà. Les gens étaient enfermés. Vous avez besoin de communiquer. Ils ont commencé à faire les lives, les podcasts. Oui. Mais oui, voilà. Donc les podcasts. Oui, et là, j'écoutais beaucoup de podcasts, yoga et tout ça. Là, je commence à m'intéresser à moi, personnellement. Voilà, pour me sentir bien, parce que j'étais dépressive à l'époque, oui. Et là, je me dis, mais pourquoi pas lancer une collection de tie and dye avec ma mère pour voir ce que ça va donner. Et là, c'était l'été, elle m'envoie les robes, les thés dorés. Et là, je commence à montrer sur Instagram avec mes amis. Et ça les intéressait. Donc c'est comme ça qu'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Donc Scène Artisan est né en Allemagne. Oui. Et les premiers clients étaient en Allemagne. En France, mes amis en France, voilà, et quelques collègues en Allemagne avec qui je m'entendais bien. Parce qu'il y avait l'autre côté. et donc, tu te recentres sur toi, et ça t'aide à aller un peu mieux, mais tu avais besoin d'un peu plus de sens. Oui. Est-ce que l'entrepreneuriat est venu tout de suite avec ces podcasts que tu écoutais? Est-ce qu'il y avait d'autres idées? Ou c'était tout de suite, tu t'es dit, tiens, c'est ça, j'ai testé ça? Oui, avec les podcasts, c'était d'abord faire quelque chose sur lequel je suis bien alignée. Je devais être alignée parce que je sentais que je n'étais pas alignée. Il n'y a rien qui n'allait. Quand j'allais... En fait, c'était un moment où tout était négatif dans ma vie. C'était vraiment horrible, on va dire. J'aime pas trop parler de trucs négatifs. Mais c'est important parce que finalement, tu as suivi un chemin... ce qu'on appelle la réussite, parce qu'en fait, tu étais arrivé à ce qu'on peut appeler une réussite. Tu avais fait des bonnes études, tu es arrivé, tu avais un bon métier, mais tu te sentais vide. Oui. Et grâce au podcast, tu t'es posé ces questions qu'on appelle plutôt dans le domaine du développement personnel. Exactement. Tu t'es dit, attends, c'est quoi être aligné avec soi-même? Voilà. Tu t'es dit, il y a peut-être une autre solution, mais tu as réussi à identifier la chose. Et c'est hyper important, parce que quand on n'identifie pas, du coup, on ne peut pas trouver une solution. Donc toi, tu as identifié et tu t'es dit, il faut que je trouve quelque chose. Oui, c'est ça. Et on dit souvent que le premier pas pour aller mieux, c'est d'être conscient qu'on n'est pas bien. Quand ça ne va pas, oui. Donc ça, c'est vraiment important d'en parler. Et les voyages, c'était juste pour s'évader, mais de façon temporaire. Donc ça n'aide pas. Voilà. Tu retombais après dans le quotidien qui ne te convenait pas. Et donc, maman t'envoie des colis. Voilà. Tu fais ton petit Insta, tu le montres. Je me rappelle quand je suis partie chercher ce colis, comment j'ai galéré. Il était énorme. Tu l'as porté sur la tête. Oui, c'était un gros sac avec les draps, les thés dorés, les robes, tout ça. J'ai pris le S-Bahn, en Allemagne ça s'appelle.
Et voilà, donc avec les escaliers parce qu'il n'y avait pas l'ascenseur, l'escalator et tout ça. Donc j'arrive à mon appartement, je commence à ouvrir, je regarde les thés d'oreiller comme des robes. Donc pas de normes, pas de taille standard. Non, parce qu'elle ne connaissait pas, je lui ai dit juste fait. Bon, il y avait certains qui étaient jolis, mais d'autres, il y avait, voilà. Mais j'ai quand même réussi à les vendre. Tu as réussi à les vendre. J'ai dit à mes amis, vous achetez par la force. Ils ont tout acheté, voilà. Et donc là, ça achète et ça crée quoi chez toi? Ça commence à se vendre Ça réveille chez moi le goût de faire quelque chose et de sentir qu'il y a une réussite. Donc, c'est une fierté et une envie d'aller plus loin, plus loin dans ce que je fais. C'est marrant parce que moi aussi, je crois que c'est l'ennui et un peu le manque de sens qui m'a fait aller vers l'entrepreneuriat. Et comme je dis souvent, ça remplit beaucoup la vie, l'entrepreneuriat. Ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place. Mais c'est vrai que je me suis trouvée beaucoup plus alignée aussi en étant entrepreneur. Parce que tout d'un coup, tu prends tes décisions, tu as des idées, tu peux les mettre en place, tu peux les tester. Des fois, ça rate. Mais c'est tes décisions, donc tu assumes tes bêtises, tu rencontres plein de gens, c'est autre chose. Et le soir, quand tu t'assois, tu te dis, mais quand même, j'avais fait telle chose, je suis fière de moi. Et tu as hâte de te lever le lendemain matin pour travailler. Il y a une stimulation, parce qui est là tout le temps. Je me rappelle, avant de faire l'entrepreneuriat, il y a eu un moment où quand j'allais à ma thèse, je marchais pendant 30 minutes et je pleurais pendant 30 minutes. Tellement j'avais l'angoisse d'arriver dans ce lieu. Mais on connaît tous la peur au ventre. Mais jusqu'à présent, là, je suis allergique à une dizaine d'aliments à cause de ce stress. Parce que c'est un stress sur plusieurs mois. Oui. C'est ça. Et donc là, comment ça se passe maintenant, cette entrée dans l'entrepreneuriat pour en faire vraiment un business, une entreprise? Et comme tu dis, les premiers, on va dire, c'est les échantillons, ça arrive, on n'a pas de... Comment tu structures ça et que tu te dis, OK, c'est ça et on y va et comment vous y allez? Voilà, alors après j'ai regardé, je me suis dit, OK, on fait du tie and dye, mais au Sénégal, beaucoup de gens font du tie and dye. Et je me dis, les vêtements, après non, parce que le Sénégal, il y a beaucoup de vêtements. Les gens, ils s'habillent, ils savent comment s'habiller, donc tu ne fais pas de vêtements. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire avec le tie and dye qui peut marcher? Et là, je fais des recherches sur les réseaux et tout ça, et je tombe sur des pages où je vois que c'est des Américaines qui font des tie and dye pour la déco. Et qui mettent ça à des prix exorbitants. Exactement. Quand je vois leur thé d'oreiller $140, je me dis, mais il y a de l'argent à se faire ici. Carrément. Et là, je me dis, bon, linge de maison. C'est comme ça que je commence. Et après, comme j'étais en Allemagne, que je ne pouvais pas venir tout de suite au Sénégal, j'ai envoyé quelqu'un pour faire les démarches pour moi. Donc, une entrepreneur qui est ici, je pense que vous la connaissez, elle s'appelle Aminata Fati. Oui. Voilà. Oui. Et je l'ai contactée et elle m'a mis en relation avec un de ses assistants qui a fait toutes mes démarches administratives à distance pour ouvrir l'entreprise. Oui. On fait un coucou à Aminata qui accompagne justement la diaspora à entreprendre, à rentrer au pays. Vraiment, coucou Aminata. Top. Super. Et elle aussi, voilà. Et comment tu l'as rencontrée? Elle, c'était quand je n'allais pas bien, je tapais rentrer au pays. Voilà. je veux rentrer chez moi, oui, parce que je ne voulais plus rester en Allemagne. Je tapais rentrer au pays et là, je tombe sur ces vidéos. Et à chaque fois que je regardais une vidéo d'elle, je me dis, oui, moi, je veux rentrer, je veux faire comme elle. Et donc, tu l'as contactée, c'est génial. Voilà. Ça, c'est la magie d'Internet quand même. Internet, moi, quand j'étais en train de préparer mon entreprise au Sénégal, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé Seynabou. J'ai trouvé Yaï. C'est ça. Et j'ai envoyé un message sur Facebook. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc Aminata, elle t'a aidé à créer une structure ici? Oui, au Sénégal. Donc les démarches avec l'APIX et tout ça. Ok.
Donc, Aminata t'accompagne pour faire vraiment toutes tes démarches à l'APIX et tout, créer ton entreprise. Et tu crées quel genre d'entreprise? C'est entreprise individuelle. Oui, ok. Oui, mais voilà, on est en train de changer ça en ce moment. On va y arriver. Mais c'est intéressant qu'avant même de venir, tu aies voulu créer l'entreprise. Parce que souvent, ici, les gens commencent sans format juridique. Exactement. Pourquoi toi, tu n'as pas fait ça? Moi, j'avais peur. Moi, je suis une personne, je veux tout le temps faire dans les règles. Parce que je me dis, non, ça va tout le temps tomber sur moi. Par exemple, je peux prendre le bus 30 jours, par exemple, 29 jours, je prends le bus avec mon ticket. Je ne verrai pas de contrôleur. Le jour où je n'aurai pas mon ticket, il y aura les contrôleurs. C'est ça. Je fais tout le temps les choses bien dans les règles. Moi, c'est pareil. Voilà. Le jour où je décide de passer à côté, c'est le jour où ça me tombe dessus. Exactement. Donc je me dis, je vais être formelle avant de commencer. Ouais. Et voilà, donc on a fait ça et on a démarré l'activité. Okay. Et au bout de combien de temps tu es rentrée du coup? Je suis rentrée en 2021 parce que je l'ai ouvert l'entreprise en 2020, donc premier confinement. Et 2021, entre les confinements et on vous laisse voyager, j'ai voyagé au Sénégal. Et là, j'ai commencé à avoir mes vraies commandes. Mais en tant que scène artisan, je mettais des stories. Et un jour, il y a une dame qui me contacte pour me dire « je veux des draps ». Parce que moi, après, je ne me prenais pas trop au sérieux parce que je ne pensais pas que ça allait intéresser les gens. Et là, elle commande, je livre, elle fait une story en disant « oui, j'aime bien les draps, c'est beau, c'est doux, commandez chez Scène Artisan ». Et là, je vois d'autres personnes venir, je me dis « ah, okay. » Et ça, c'était qui comme type de client? C'était les expats. Ici au Sénégal? Oui, au Sénégal, oui. La première, je me rappelle, c'était une expat, elle était venue pour un passage au Sénégal. Voilà. Mais avant d'arriver là, j'imagine pour que ça intéresse les gens, je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà comment ils te perçoivent par rapport à la communication, et ça, j'aimerais bien que tu nous en parles. Et ensuite, il y a comment tu es allé sur un produit aussi de qualité entre le latte déroyé qui n'avait aucune forme, on va dire, normalisée, et maintenant quelque chose qui vraiment intéresse et a en tout cas un standard de qualité qui va attirer une clientèle. Alors, pour la communication, j'ai choisi Instagram, parce que à l'époque, c'était le réseau où il fallait être. Et je me suis beaucoup inspirée des Américaines. Les fameuses Américaines. Voilà, leur esthétique clean et tout ça. Oui, épurée, clean, voilà. Tu as compris les codes, en fait. Exactement. Donc, jusqu'à présent, je suis celle qui gère tout ce qu'il y a sur la page. Oui, et puis c'est très, très, très bien fait, voilà. tu vois. Et merci. On le dit aussi. Donc, voilà. Et donc pour le côté qualité, ça, j'ai mis des formations professionnelles. On parle à une docteure aussi quand même. Oui, et qui a vécu en Allemagne. Des formations professionnelles en Allemagne, c'est ce que j'allais dire. Alors la France, ça te rend un peu carré, mais l'Allemagne, ça c'est autre chose. C'est encore autre chose. Donc toi, tu arrives avec ta rigueur allemande ici au Sénégal. Voilà, mais ça doit être difficile. Non, jusqu'à présent. Vous pouvez demander à Ami. Ami est avec nous, la sœur de Fatou est avec nous en backstage. Toute l'équipe passe par une formation sur la qualité. On ne livre rien qui n'a pas de qualité. Après, des fois, il y a des choses qui échappent. Mais par exemple, on ne livre pas un drap quand on voit qu'il y a un minuscule trou ou quelque chose qui sera un trou. Donc, et si on te dit ça passe, tu réponds quoi? Non, ça passe pas. Et eux, ils savent parce que justement, ils vont tomber sur la cliente. Ça me retombe toujours dessus. Sur la cliente qui est justement très pointilleuse, qui vérifie si tout est OK. Et souvent, elle n'est pas contente. Elle va soit faire un retour ou réclamer. Et moi, j'ai horreur de ça. Donc voilà, qualité. Et j'imagine, en fait, je me dis finalement, tout ce que tu as pu apprendre par ailleurs sur ton parcours plutôt, on va dire, académique, etc., on le retrouve aussi parce que tu mets des process en place dès le début. Tu mets ce process de qualité, tu trouves les aussi SOP. pareil. Hein? Les SOP. Les SOP, c'est quoi ça? Les SOP? C'est System Operation, je sais pas quoi. C'est quand tu viens dans un labo, la première chose qu'on te fait faire, c'est on te fait lire un long document ça s'appelle les SOP. C'est tout ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. On ne mange pas dans le labo, on ne mange pas de chewing-gum, enfin... Tout. Mais on devrait avoir ce manuel dans et après tu signes, on te fait signer, tu signes en disant que j'ai lu. Voilà. Parce que le tailleur, en fait,
à quel moment il ne comprend pas que quand il est en train de coudre une tenue en soie, son sandwich au namé, là, ça rend gras ses doigts et ça laisse des traces sur la soie. Après, on te dit, c'est pas grave, Graoul. Pas grave, d'où fait. Mais c'est vrai, nous, chez Happy Afrique, on a un atelier de couture aussi et ça a été un des gros apprentissages, c'est le travail de la qualité, apprendre aux filles que non, l'étiquette pas droite, ça passe pas. La couture le surfilage qui fait des boucles, ça passe pas. On refait. Oui. Et c'est vrai que c'est ça qui fait la différence. Les filles qui débordent et tout ça. Mais comment tu introduis ça? Parce qu'il y a déjà de la résistance et aussi il y a aussi la capacité à ces personnes à accéder à ça. Des fois, ils ne savent pas lire non plus. Comment tu fais ça? Alors, dès le début, j'ai eu la chance de travailler avec un couturier, c'est mon petit frère. Il est aussi maniaque que moi dans son travail. Donc, lui, il fait des coutures clean. Donc, et je pense qu'en partie, c'est ce qui a séduit les premiers clients. C'est que les coutures étaient vraiment clean. Ah, je confirme, très propre. Voilà. Nous, moi, j'ai devant moi, pour ceux qui ne voient pas, qui écoutent, on a à côté des échantillons de draps. Mais je confirme, c'est hyper quali. Et grâce à lui, ce qu'il mettait en place, je le montrais aux autres couturiers, par exemple ceux qui sont au marché. Et le problème, c'est les couturiers au marché. Ils n'ont pas le temps. Non, eux, c'est la rapidité. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de retours à cause des couturiers de marché. J'ai dit, ok, j'arrête, je ne travaille plus avec eux. Maintenant, je travaille qu'avec des gens comme mon frère, des gens qui sont indépendants et qui sont chez eux. Donc, je travaille avec eux en tant que prestataire. D'accord. Ouais. Et avec un cahier de charge. Dès que quand j'arrive, j'amène le modèle, je dis, c'est ça que je veux. Ça. Voilà. On fait un test, si ça passe, on continue, sinon j'arrête. Tu valides pas. Voilà, et il y a un truc, je pense aussi important sur lequel on n'est pas assez rapidement, c'est que tu dis que tu fais ton benchmark pour savoir un peu qu'est-ce que tu peux faire du tie and dye qui n'est pas encore très saturé comme marché, et tu te lances dans le linge de maison. Mais comment tu sources en fait, parce qu'il y a une matière première. Oui, c'est vrai. Il y a une matière première. On sait que là, la maman, elle a le savoir-faire. Oui. Le frère aussi, il a la technique parce qu'il sait coudre. Oui. Je sais qu'une autre sœur, elle sait vendre. Oui. Hein? Toi, tu as les process, etc. Le côté peut-être un peu business et tout. Mais et peut-être vision extérieure, parce que tu as voyagé, tu as vu autre chose. Tu as vu beaucoup de choses. Relation client, ce qui est très important au Sénégal. C'est ce que j'allais te dire. Oui, qu'est-ce qui, dans ton passé, là, dans ton expérience que tu nous as racontée, dans ton parcours, qu'est-ce qui a fait que justement, toi, tu arrives à gérer tous ces clients étrangers? Oui, parce que déjà, j'ai voyagé, j'ai vécu avec les étrangers. Enfin, j'étais l'étrangère à l'époque. Et aussi, j'ai travaillé. J'ai eu des boulots où je devais faire la relation client. Par exemple, quand je servais à l'hôpital, je devais être polie. Je devais communiquer avec les gens et ne pas tout le temps montrer mes émotions parce que souvent, tu n'es pas contente, mais tu ne le montres pas. Et ça joue. Et donc, c'est ce que j'ai amené ici. Voilà. Donc, tu amènes ça et l'évolution entre la teinture comme faisait ta maman et tes tantes et toi, tu l'as transformé, donc tu as transformé les produits. C'est pas des habits, maintenant c'est du linge de maison, mais est-ce qu'il y a, t'as fait d'autres évolutions, t'as apporté ta touche d'innovation? Oui, sur les designs par exemple, parce que le tie and dye classique, souvent c'est chargé en couleurs. Je sais pas si vous avez remarqué, les draps, il y a du jaune, du bleu et tout ça. Et moi, je sais, avec l'expérience que j'ai eue à l'extérieur, je sais que souvent le type de client que je vise, ils aiment les choses sobres, quand c'est pas trop chargé. Donc ça, j'ai tout de suite dit à ma mère, quand tu mets la sauce, la teinture, faut pas trop forcer, faut alléger, à moins qu'on le demande. Et voilà, ça, c'est des choses que j'ai fait évoluer. J'ai aussi cherché des designs épurés, pas trop chargés, voilà. Et du coup, vous trouvez où la matière première? C'est des rouleaux de drap, c'est du feugujaï. Bon, le feugujaï, c'est la fripe. Comment vous faites? Oui, alors on a essayé beaucoup de choses. Au début, on achetait du tissu, les rouleaux au marché.
par métrage, mais il n'y avait pas la qualité et souvent c'était pas très large, donc il fallait faire une couture au milieu. Ah oui. Et les gens n'aimaient pas ça. Non, ça c'est moche, je suis d'accord. C'est moche, oui. Donc j'ai dit à ma mère non, pas ça. Et un jour, c'est elle qui a eu l'idée. Elle marchait vers Mbour et elle a vu quelqu'un qui exposait des articles de conteneurs. Oui, on appelle ça le déstockage. Ouais. Et elle a vu des draps là-bas, elle les a achetés. Elle m'a dit, on essaie avec ces draps. Et déjà, la qualité de la teinture était mieux parce que c'était drap en coton et c'était résistant. Donc, j'ai fait mes premiers draps qui étaient vraiment beaux, que j'ai pris en photo sur la page. J'ai essayé avec ça et ça a marché. Et j'ai eu des retours positifs. Et j'ai dit, maintenant, on va faire les draps de conteneurs. Sauf qu'il n'y en a pas beaucoup des conteneurs. Et puis des conteneurs, des draps avec, des draps blancs en coton. Oui. Qui sont compatibles en fait avec la teinture. Ta technique. Ouais. Est-ce que vous ne rachetez pas les stocks des hôtels d'ici? Non, pas encore. J'ai déjà eu l'idée, mais je ne sais pas s'ils voudraient revendre. Ils veulent même les donner. Hein. Ah, ça m'intéresse. Oui. Il y en a qui ils veulent les vendre ou les donner, mais il y a beaucoup d'hôtels ici. Okay. Ouais. Et du coup, on est allé faire les marchés, la fripe. Et pendant 2 ans, on récupérait la friperie au marché. Mais ça, le problème, c'est que c'est en stock limité. Très limité. Voilà, tu as 10 commandes, tu peux satisfaire 3 clients. Et tu es obligé d'attendre des jours jusqu'à ce que le gars il décide d'ouvrir son ballon pour te dire oui, tu peux venir. Après, je me suis dit non, il faut que ça change. Et c'est comme ça que j'ai démarché en France des messieurs qui vendaient des draps blancs, mais c'est des draps de seconde main aussi. Et il m'a dit, moi, je peux t'envoyer jusqu'à 1000 draps par mois si tu veux. Ah ouais. J'ai fait, oui, et toi, on peut travailler. On peut travailler ensemble, oui. Ça, sympa. Mais à l'époque, tu t'es pas dit, ok, je vais aussi acheter mes propres ballots de fripe et prendre ce qu'il me faut et puis vendre le reste. Tu as essayé aussi? Oui. Tu as tout essayé. Et pourquoi ça ne marchait pas? Ça ne marchait pas parce que c'est cher et tu as par exemple 40% des draps qui sont en bon état. Le reste, c'est... Oui, il y a beaucoup de pertes. Tu génères du déchet pour rien. Oui, voilà. c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc c'est intéressant du drap recyclé. C'est des draps de bonne qualité, mais c'est vrai que souvent dans les hôtels, ils sont blancs et que dès qu'ils sont plus très blancs, en fait, on les sort. Et justement, c'est ce que le monsieur qui me les vend m'a expliqué. Il m'a dit que maintenant, les hôtels en France, ils n'ont pas leurs propres draps, ils louent des draps. Donc, il y a une entreprise qui loue des draps aux hôtels. Qui sont propres, nettoyés. Qui fait la blanchisserie en même temps, des draps neufs. Et quand l'hôtel trouve que le drap ne lui convient plus, il dit à l'entreprise, non, on ne voit plus ces draps. Et le monsieur, il se retrouve avec beaucoup de draps qu'il ne peut plus envoyer à l'hôtel. Donc ça, on les rachète. Nous. Vous rachetez, voilà. C'est ça. C'est ça. Intéressant. Alors, du coup, est-ce qu'on passe à... Il y a la question de savoir, toi, avec ton background scientifique, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais encore apporter comme amélioration dans la technique de teinture ou dans cette entreprise de Seine Artisan? Parce que tu parlais de ton sujet de thèse où tu étudiais des microbiotes dans le charbon dans le pétrole. Dans le pétrole. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas pensé à ça en te disant, mais aussi comment je peux peut-être qu'il y a un microbiote qui génère un pigment qui permet de... Je sais pas, enfin, on pose la question. Est-ce qu'à un moment, voilà, ça ne te rattrape pas et que tu aies envie d'aller pousser la technologie un peu plus loin? Oui, c'est ce que je me dis. Je dis souvent le jour où je vais... Parce que actuellement, on fait la teinture chez ma mère. Donc, j'ai aménagé mon atelier là-bas au premier étage et tout ça. Et je me dis, le jour où je vais aménager mon propre atelier, on mettra en place un espace de récupération des déchets. Donc, cette teinture, ça génère des déchets liquides avec de la soude. C'est chargé en soude. Et pourquoi pas utiliser mes connaissances en bioremédiation pour épurer l'eau.
pourquoi pas aller chercher des plantes, chercher des organismes, un peu ce qu'on fait dans les stations d'épuration pour les faire tremper dans la solution pour ensuite essayer de récupérer l'eau, soit pour faire un jardinage ou voilà. Ouais, et puis mais surtout traiter ça avant de le rejeter. Voilà. Pour l'instant, on a une fosse septique, mais voilà, c'est la meilleure solution qu'on a. Pour l'instant, oui. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais l'idée, ce serait de voir comment on améliore justement ces déchets générés. Et c'est à vision quand de faire ton propre atelier? Tu vois ça dans combien de temps? Là, je travaille pour. Donc, on a le terrain, mais après, il faudra construire. Donc, et ce serait où? C'est à Nguerhor. Oui. Ok. Oui. Est-ce que tu as une idée depuis que vous avez commencé, combien de draps tu as vendu? Oui, alors je parlerai plus de combien de draps j'ai recyclés. Ok. Oui. Alors, bioremédiation. Oui, en 2024, par exemple, on a vendu... Parce que, il y a eu des pauses quand j'étais enceinte. Je ne voulais pas de stress. J'ai tout arrêté. En fait, quand est-ce que tu t'es mariée? C'est ça. Oui, on a loupé les épisodes vie perso, là. C'est plus focus travail. Nous, on était restés au petit flirt de lycée. Quand tu t'es mariée? Faut pas dire ça trop fort. Non, j'arrête. On va couper ça. Mais tu t'es mariée quand, entre-temps? Alors, en 2022, janvier 2022, je me suis mariée. Et 2023, je suis tombée enceinte. Enfin, voilà. Donc, comme j'étais en France, et à l'époque, il y avait ma sœur, Fatou, qui venait. Et on manquait quand même de formation. Il y avait souvent des réclamations sur la teinture, sur les coutures. Enfin, tous les jours, c'était un stress. Je dis, je ne suis pas là-bas, je ne peux pas gérer, je fais une pause. Et je travaillais donc à l'époque dans une boîte qui est à Heidelberg, mais j'avais 100% télétravail. Ok. Donc je travaille à la maison, donc je me dis, je me concentre sur mon travail. Et voilà, j'ai fait une pause d'1 année et demie sur Seine Artisan, voilà. Ok. Et j'ai recommencé en 2024 vers mai. Et de mai à décembre, on a recyclé plus d'1 tonne de draps. 1 tonne? Oui. Parce qu'on a vendu plus de 300 draps et les draps pèsent en moyenne, les housses de couette pèsent en moyenne 1,25 kg. Ah ouais. 2 kg. Là, c'est le drap qui pèse 1 kg et la housse de couette c'est 2 kg et plus. Et poussière. Voilà. Donc, oui. Tonne. Et comment tu trouves tes clients? C'est quoi ton circuit de distribution? C'est plus les réseaux. Ok. Oui, après il y a le bouche à oreille. Je pense c'est Nabou qui est contente, qui va recommander. Après, souvent, j'ai été envoyée par Valérie, je vais faire un clin d'œil. J'ai suivi son programme Les Étincelles. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à restructurer l'entreprise. Bravo. Voilà. Alors ça, c'est un point super intéressant. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Tu as été aidée par des personnes dans ta scolarité. Parfois, il fallait un petit argent, etc. Mais là, dans l'entreprise, comment t'es aidée? J'hésite pas. Je suis timide de base, mais j'ai un instinct de survie. Ok. Quand je sais que j'ai besoin de ça pour survivre, je vais chercher de l'aide. Donc je demande par-ci par-là. Je fais beaucoup d'applications aussi pour les subventions, les accompagnements, que ce soit sur la structuration, parce que c'est important. Et c'est comme ça que j'ai contacté par exemple Valérie. Elle m'accompagne. J'ai aussi fait un autre programme, ça s'appelle Azalea Pitch. C'est organisé par la fondation de l'hôtel Azalea. Voilà, c'était très bien aussi. C'est là que j'ai eu beaucoup de... Mais va voir Azalea et récupère leurs draps. Tu leur as déjà demandé? J'ai pas demandé, mais eux, ils sont pas très chauds côté seconde main, draps déjà utilisés. Non, mais tu récupères leurs draps et tu les vends ailleurs. Demander. Tu peux même vendre dans leur boutique de l'hôtel, mais ils ne sont pas obligés de les utiliser dans leur hôtel. Oui, ils m'ont proposé ça, mais c'est en cours. On va voir. Donc en tout cas, Valérie qui fait un programme d'accompagnement pour les femmes, elle, c'est principalement pour les femmes entrepreneurs, oui. Il y a un podcast aussi qui s'appelle Silence en ménopause. Oui, c'est ça. Coucou Valérie. Voilà. Coucou. Une de tes étincelles est avec nous aujourd'hui.
Donc c'est vrai que c'est hyper important de se faire accompagner. On peut lancer des business avec notre bon sens. Oui. Mais après, il n'y a rien, il n'y a pas de plan. C'est du jour au lendemain. Et tu ne vas pas aller loin comme ça. Et donc là, vous êtes à un stade où quand même, comme tu dis, vous avez recyclé 1000 tonnes. Oui. Une tonne. 1000 tonnes bientôt. Bientôt 1000 tonnes. Vous avez acquis un terrain pour aller vraiment sur la partie un peu plus production, un vrai atelier de production. Espace de teinture, couture, etc. Et donc là, comment tu vois l'avenir, toi, sur ce projet, sur Sen Artisan? Voilà, alors là, c'est ça. Bon, ça, c'est mon projet de vie, on va dire. C'est l'aboutissement de cet atelier où il y aura l'espace de teinture, de couture et peut-être on fera des formations parce que lorsque j'ai fait une vidéo qui avait percé, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'ils voulaient se former dans la teinture. Donc pourquoi pas faire des formations et tout ça. C'est ça. Et les femmes aussi. Et les femmes. Très centrée, donner du travail aux femmes, c'est important. C'est important pour toi. Parce que j'ai été éduquée par une femme seule. Donc, une maman solo, qui a fait beaucoup de choses pour vous. Voilà. Et c'est quoi le regard justement de ta maman et de tes tantes et de tes sœurs qui se sont battues pour que tu partes, qui ont dit que c'est elle qui doit partir, que tu dois aller étudier, que tu dois aller faire d'autres travail à l'étranger et maintenant tu reviens, tu fais la teinture. Oui, au début ils m'ont dit non, tu fais pas ça, tu viens pas ici, tu viens pas habiter ici, il faut rester en Europe. J'ai dit non. Après, quand je venais faire la teinture, on me prenait pour la folle parce que elle fait un doctorat, elle est en train de faire un doctorat, mais elle vient faire la teinture ici. Mais maintenant, elle m'encourage parce qu'elle connaît le potentiel de... Elle a vu le potentiel. Oui, voilà. Je pense qu'en fait, il y a des choses on a reçu aussi d'autres entrepreneurs, notamment Sylvie, qui était dans la transmission d'une activité qu'elle a héritée de sa mère. Je pense que ça, à chaque génération va apporter quelque chose. Et toi, en fait, tu apportes vraiment cette ouverture. Parce que je pense que le potentiel, comme tu dis, de se dire aujourd'hui, au Sénégal et en Afrique de manière générale, on fait des choses en disant, ça c'est rien, c'est un truc machin. Et comme tu dis, tu vas dans une galerie Lafayette, tu vois le drap à $300. Tu te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, quoi? Pourquoi on a... C'est ça. Oui. Alors que ça doit être quelque chose qui, fondamentalement, doit revenir, en fait, parce que ce sont des pratiques qui sont ancestralement les nôtres, ce sont une culture qui est la nôtre, et maintenant, les gens le rendent fancy et tout ça, alors que nous, du tie and dye, on en fait depuis la nuit des temps. Exactement. Ça me rappelle quand j'habitais à Paris, il y avait un magasin dans le Marais, super fancy, où c'est la première fois que j'ai vu ces fauteuils-là, les paniers de Thiès, c'était vendu pareil, je sais pas, 150 € le panier. Et c'est là aussi où je me suis dit, il faut que le Sénégal sache mettre en valeur son savoir-faire. Et le fait d'avoir voyagé aussi, ça te montre que l'artisanat, c'est pas un métier ingrat. Parce que c'est ce qu'on croit ici. Alors qu'en Europe, en Occident, les artisans, ils sont très bien payés parce qu'ils comptabilisent leur temps de travail, leur création et tout ça. Et au final, c'est valorisé. Et c'est ce que je veux ancrer ici. L'artisanat, c'est pas un métier ingrat. On va dire l'artisanat, c'est chic. Voilà, c'est chic. Voilà. Mais c'est ça, nous chez Happy Afrique, c'est pour ça qu'on a toujours fait des produits en disant on veut que ce soit des beaux produits, avec des belles finitions. Exactement. Et nos premiers clients, c'était aussi à l'étranger. Et on était fiers de dire, on fabrique au Sénégal des beaux produits avec des belles finitions. Et pour rester sur ce côté un peu marché, je pense qu'il y a vraiment un momentum en ce moment parce que on a aussi une prise de conscience des Sénégalais, des Africains qui donnent maintenant la juste valeur en fait à cet artisanat-là. Parce qu'avant, le problème aussi qu'on avait, c'est qu'une Fatou qui fait un Sen Artisan, qui fait des draps de très bonne qualité, que les Khana du Tchouprek, et le vendre au prix que tu le vends et les gens... Il y a des gens qui m'appellent sur TikTok, on a vu vos draps, c'est combien? Je dis le prix. Ah non, drap bi cher na de. Donc c'est ça, et prana lu panier kese, machin, etc. Et comme les gens, ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est cette valeur ajoutée.
La valeur ajoutée de créativité, la valeur ajoutée de qualité, la valeur ajoutée en fait voilà, de la ce souci chaîne de la chaîne, on va dire, la recherche que tu la fais. recherche, l'impact écologique, parce que aussi tu recycles des draps, tu essaies de réduire au maximum ton empreinte écologique. Et ça, en fait, je pense que c'est un vrai momentum parce que maintenant, les Sénégalais, les Africains sont prêts. Il y a du travail à faire. Mais aussi, le monde est beaucoup plus réceptif à ce qui vient de l'Afrique. Oui, et là, il y a vraiment une carte à jouer. Oui. Donc moi, les Américaines, là, il faut les détrôner. Ah oui, et puis justement pendant, je pense après, post-Covid ou pendant le Covid, il y avait le moment où Beyoncé avait sorti son documentaire où il y avait les créateurs africains, Adama Paris et tout ça. Ouais. Je me dis, oui, c'est ça, il faut aller montrer notre potentiel Est-ce que tu vends sur des sites internet non, comme mais Etsy attends. Beyoncé, si tu nous écoutes, viens essayer les draps de Sen Artisan. Il faut le dire en anglais. En anglais. Il faut le dire en anglais. Vas-y, passe ton message. Message. Non, je rigole. Non, passe ton message, on est très sérieux, hein. Regarde, on t'a dit, dans tout ton parcours, tu as eu des gens qui ont été placés là, tu t'es dit, tu ne sais même pas pourquoi. Peut-être qu'aujourd'hui, le podcast, c'est le moment. Fais ton message en anglais. Okay, so Beyoncé, if you see me, come to Senegal and try our bed sheets. Yes! Come try Sen Artisan. Sen Artisan, exactement. Avec mon anglais fatigué. Non. So Beyoncé, come try Sen Artisan. Yeah. Ok, donc... Marina, tu disais. Je me rappelle plus de ce que je disais. Ça, c'est le brouillard préménopause. Le brouillard préménopause mentale. Et du coup, est-ce que tu utilises aussi les sites internet comme Anka, comme Etsy? Parce que j'ai une amie qui fait des paniers justement au Sénégal et elle me disait qu'elle a énormément de clients aux États-Unis grâce à ces sites qui sont un peu des marketplaces d'artisans. Oui, c'est ça. Au début, j'avais essayé Etsy, mais j'avais pas de belles photos. Ils m'ont éjecté. Mais je pense Etsy éjecte des gens? Oui. On m'a dit votre compte ne peut pas vendre tout ça. Mais c'était mes premières photos prises avec mon téléphone et tout ça. Après, j'ai eu la flemme de refaire. Mais je suis sur Anka et sur, par exemple, dans notre plateforme, j'étais là-bas, mais maintenant je ne vends plus là-bas. Et ce qui marche le plus, c'est WhatsApp. WhatsApp? Oui. Donc, c'est-à-dire tu fais des stories ou c'est un catalogue WhatsApp? Exactement, c'est le catalogue WhatsApp qui est sur la bio. Et aussi, quand je fais des campagnes de publicité sur Instagram, ça ramène du monde sur Instagram. Et ils sont tous directement redirigés sur notre catalogue WhatsApp. Oui. Et donc, tu as des clients du monde entier via WhatsApp? Oui, exactement. C'est ça. Pour l'instant. C'est ça. Et genre Pinterest, tu t'es pas intéressée à ça? Oui, on a quelques photos là-bas, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Oui. Ok. Et donc aujourd'hui, comment, je reviens toujours à cette question parce que je trouve que c'est important en termes aujourd'hui de croissance. Parce que, je veux dire, le rêve que tu as pour Sen Artisan, c'est quoi? C'est quoi le rêve ultime que tu as sur Sen Artisan? Le rêve ultime... Jusqu'où ça peut aller, jusqu'où tu peux le porter? Alors, faire en sorte qu'il y ait les draps Sen Artisan, pas dans chaque foyer, mais... Si, oui, c'est parce que l'idée aussi, c'est de lutter contre les draps bas de gamme, ou très cheap et pas très agréable pour dormir. Donc, pourquoi pas investir sur des beaux draps qui sont en coton et qui résistent. Il y a des gens qui l'utilisent pendant 3 ans, mes draps, et qui me reviennent 3 ans plus tard. Donc, oui, faire en sorte que ça rentre dans chaque foyer. Moi, je dis chaque mariage, il faudrait que dans les cadeaux aux mariés, il y ait un drap un kit Sen Artisan. On va décréter ça. Pourquoi on attend? Les mariages, c'est une fois dans la vie. C'est au tout moins, se passe bien. C'est-à-dire que au moins. Il y a des anniversaires. Chaque crémaillère. Bon, Seynabou, elle est championne des cadeaux. C'est la personne qui sait le mieux faire les cadeaux que je connaisse. Et je sais que c'est la première fois que j'ai vu les draps Sen Artisan. C'était toi qui me les avais montrés. Nous, on avait utilisé tes draps pour une décoration d'un événement. C'est ça. On avait fait un événement
sur lequel on avait reconstitué une chambre et Sen Artisan avait gentiment accepté de nous prêter des draps, des rideaux, parce que c'est aussi les rideaux. Oui, exactement. Les rideaux et le setup était magnifique. Et donc moi vraiment depuis là-bas, pareil, je suis abonnée parce qu'effectivement ce dont les gens se rendent pas compte, et ça c'est un message que je donne aux gens qui disent ah mais c'est cher machin etc. Le drap c'est un artisan qui dure 3 ans voire plus, parce que là c'est le recul que tu as, mais moi je suis persuadée que c'est des draps qui peuvent durer 10 ans. Pendant ce temps, en fait, c'est autant de petits draps qui durent 1 an que tu n'achètes pas. Donc, c'est un investissement, certes, mais c'est un investissement sur du bien-être, c'est un investissement parce que tu dors sur des draps de qualité, mais aussi c'est un investissement parce que le drap, il est là. Même moi, des fois, les draps de qualité, ils sont là et en fait, tu as dit, en fait, mais toi, j'ai marre de toi, en fait. Vas-y. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on se retrouve avec de la friperie, avec des draps, parce que ce sont des draps de qualité qui ont été utilisés jusqu'à la personne, ait envie de changer et qui les passe. Donc vraiment, il y a cette logique-là de moins de fast consommation et plus en fait des choses qui durent et qui sont de qualité. Et c'est important. Et ça se voit, ça se sent. Quand on voit un drap de qualité, on sait que quand on dort dans un drap de qualité, ça n'a rien à voir. C'est un des plaisirs de dormir à l'hôtel, c'est de se glisser dans les draps. Et c'est comme si tu dormais à l'hôtel. Exactement. Ça. Donc alors ça c'est un super slogan. Je vous amène l'hôtel à la maison. Waouh. C'est un artisan, l'hôtel à la maison. La classe. Je pense que tu pourrais l'embaucher là et lui faire la communication. Il faut juste me payer un drap, tout va bien. Voilà, c'est ça. Donc des draps, c'est un artisan dans tous les foyers. Voilà. Et que ça devienne un cadeau récurrent. Exactement. Entre... Et puis, l'autre aspect, la vision que j'ai, c'est aussi la mise en place de cet atelier pour faire travailler des femmes. Parce que c'est un artisan, c'est pas moi toute seule. C'est des mamans, des jeunes femmes qui viennent travailler dans la teinture, dans les designs. Et qui sont obligés aussi d'aller travailler pour compléter les frais de la maison. Donc, ça me fait plaisir. C'est des revenus complémentaires qui aident énormément. Voilà. J'ai vu ta petite vidéo sur BBC, je pense, et tu disais qu'une de tes plus grandes fiertés, c'est ça. Oui. Tu vois que tu travailles avec des dames qui donnent tout et qu'à la fin, elles aussi, elles ont leur salaire. Et voilà, donc tu fais vivre la communauté. Une vraie économie qui circule avec toutes ces personnes-là. Et aussi des jeunes, je pense. Des jeunes, oui. Et les des jeunes, à les intéresser parce que souvent, tu vois, je prends l'exemple de ton frère qui aujourd'hui vraiment, et je pense qu'une personne importante dans cet artisan, de redonner la vraie valeur de certains métiers où on peut vraiment s'accomplir, réussir et faire de belles choses. Et ce n'est pas des sauts métiers du tout. Oui, c'est ce que me disait Valérie. Les femmes qui travaillent avec toi devraient être fières de savoir que les draps qu'elles font vont finir quelque part dans un appartement chic à Paris ou à Montréal, et c'est le cas. Donc, faudrait leur montrer les photos et tout ça pour qu'elles se rendent compte. C'est ça. Moi, je faisais souvent ça avec mon équipe quand les commandes partaient. Je leur dis, vous voyez ce qu'on fait ici, exactement. là, faut pas c'est minimiser. acheter à des prix souvent assez importants là-bas dans d'autres pays. Voilà. C'est ça. Donc, c'est valorisant. Et aujourd'hui, est-ce que tu as une dynamique, une stratégie un peu, on va dire, d'aller chercher certains marchés aussi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le marché de la déco d'intérieur, elle explose. Oui, c'est vrai. Voilà. Comment tu comptes t'y prendre par rapport à ça? Bon, pour l'instant, je ne suis pas encore j'ai pas encore réussi à avoir des marchés, mais à travers les accompagnements que j'ai eus, j'ai d'abord eu une prise de conscience parce que moi-même, je sous-estimais ce que je faisais. Oui. Et là, je commence à prendre conscience que tu peux gagner des marchés. Et donc, par exemple, avec Azalea, l'hôtel Azalea, on a déjà reçu des propositions pourquoi pas vendre dans leur boutique hôtel. Et ça serait vraiment un accomplissement. J'ai déjà collaboré aussi avec des dames qui travaillent dans la déco d'intérieur
qui ont des boutiques éphémères à Paris, comme par exemple Afro qui décore. Et on a fait Paris Design Week l'année dernière. Donc, voilà. Elle a exposé nos draps dans un magasin de literie. Donc voilà, ça c'est... Oui, c'est ça. C'est-à-dire de rentrer maintenant dans ce circuit des professionnels, de te faire référencer par des décoratrices d'intérieur qui vont aller refaire les intérieurs de maisons et qui vont proposer tes produits, des salons professionnels pour les spécialistes de la déco, de la literie, du linge de maison. Donc il y a toutes ces opportunités-là qui sont là. Et je pense que c'est ça qui va t'aider à porter ta croissance parce que tu as besoin d'investissement. Mais aussi, ça me fait penser à ça, c'est qu'aujourd'hui, au-delà du revenu que tu crées qui te permet peut-être de réinvestir, est-ce qu'aujourd'hui, tu as pensé à aller chercher des investisseurs ou de l'argent à l'extérieur pour aller plus vite? Oui, j'ai pensé. J'avais participé à à certains... Parce que moi, je cherche plus des subventions, je suis plus subventions pour des raisons aussi personnelles et liées à mes convictions religieuses. Les banques et tout ça. Donc, voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse favorable, mais je reste optimiste. C'est ça. Voilà. Mais il y a aussi des fonds, halal, comme on dit. Il y a des fonds comme ça qui existent. Et je pense que nous, on a beaucoup parlé d'investissement avec beaucoup d'entrepreneurs. Et ce qu'ils nous disent souvent comme retour, c'est la recherche de fonds et puis le financement, c'est comme une recherche d'un compagnon, d'un partenaire. Tu matches, oui. Il faut matcher. Oui. Et donc, il faut aller chercher cet investisseur ou ce fonds qui permettent de matcher, parce que je pense qu'après les subventions, ça a une limite à un moment donné. Oui, c'est vrai. C'est que si aujourd'hui on se positionne sur une croissance où on se dit je vais être référencé dans, je sais pas, tous les magasins, je sais pas quoi, je suis pas une spécialiste de la déco, mais certainement il y a une, je sais pas, qui est Maison, comment ça s'appelle? Maison et objet. Maison et découverte, non. Un salon? Non, la Maison du Monde. Donc, imagine aujourd'hui, tu te dis, je veux me faire référencer par Maison du Monde. Maison du Monde, ils ont des centrales d'achat. Ils vont te commander par milliers d'articles. Et donc, là, tu as besoin de soutenir ce truc. Et l'ambition, elle peut être là. Hein. Il n'y a pas de limite. Non. Mais je pense qu'il faut aller chercher ça. Après, on a reçu récemment la DPME. Oui, voilà, j'ai regardé. Tu as regardé? Oui. Tu as regardé l'épisode? Oui. Voilà. Maintenant, il faut aller les voir. Oui, c'est ce que je disais la dernière fois. Mais tu parlais tout de suite de maisons et objets. Est-ce que tu as déjà eu l'idée de faire ce salon? Non, je sais pas. Parce que ça, par contre, c'est une excellente idée. C'est vraiment le salon parfait pour aller montrer ça. Et justement, tu peux demander des aides à la DPME pour aller avoir un stand à Maisons et Objets et exposer. C'est ça. Je vais faire ça. Et ça c'est une excellente idée parce que tu as des acheteurs du monde entier. Justement, les acheteurs de Maisons du Monde, ils vont aller repérer les nouveaux produits à Maisons et Objets. Et c'est comme ça que ça se passe. Oui, la dernière, pardon. Non, vas-y. Voilà, la dernière fois, j'avais vendu à une dame en France. Et tout de suite, elle a aimé les draps. Elle m'a proposé, pourquoi pas, faire la foire de Paris. Mais voilà, la partie internationale, artisanat. Et elle me pousse là, à faire ça, la foire de Paris. La foire de Paris, tu vas avoir beaucoup de clients individuels. Maisons et Objets, tu vas avoir des clients professionnels. D'accord. Maisons et Objets, c'est des magasins qui vont venir t'acheter des produits. Et donc, c'est là où c'est intéressant de construire vraiment le... Faut pas y aller quand tu n'es pas prêt. Tu y vas, tu le prépares et tu peux avoir des subventions pour t'aider à le faire. Et là, tu viens de dire un point important parce qu'il faut être prêt aussi. Voilà. Pour l'instant, le frein qu'on a, c'est qu'avec l'équipe qu'on a actuellement, on n'arrive toujours pas à répondre à la demande comme on le voudrait. Par exemple, si je me rappelle, ta dernière commande a pris des jours parce qu'il fallait... faire la couture, faire la teinture et tout ça. Et il y avait pas de stock. Le turnover, voilà. Il faudrait vraiment avoir une équipe prête à travailler en plus grande quantité pour pouvoir aller aussi chercher des clients. On peut vous aider sur la couture si vous voulez. Nous, on a un atelier avec les tables de coupe, les machines, tout. Mais ça, c'est... Oui. Bah voilà. Tu vois. Mais ce que ça me fait penser, c'est qu'on parle aussi beaucoup de ce côté connexion réseau entre entrepreneurs. Ouais. Où on va s'aider. Effectivement, Marina, elle a un outil de production.
où en fait, des fois, elle est dans des creux de production parce que il n'y a pas de besoin, elle a du stock, elle n'a pas de commande, donc elle va être en creux de production, et que les machines sont là, et là, le personnel, elle a l'équipe. On va s'appeler après. Voilà. c'est ce que je dis, c'est vrai qu'au Sénégal, on n'a pas encore suffisamment ça, le fait de mutualiser, de travailler ensemble. Par exemple, nous, on a des tables, des machines de coupe, et c'est pas utilisé en continu. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont encore en train de couper tout à la main, alors qu'on peut mutualiser. Les machines aussi. Et c'est vrai que ça, je pense, c'est une étape là, vers laquelle on doit aller au Sénégal, c'est se mettre ensemble, regarder les besoins de chacun, ce que chacun a aussi comme matériel et comme compétences, et voir comment on travaille ensemble. C'est vrai. Donc moi, j'en profite pour refaire un coucou à la DPME, pour leur dire que nous avons une étincelle ici, une pépite. Et voilà, donc elle viendra vous voir très rapidement pour se faire accompagner et se préparer à être vraiment prête. Moi, j'avais même envie de lui dire qu'on va l'accompagner à Maison et Objets. On va faire ces vendeuses à Maison et Objets. Vous allez... On fait les... oui, moi, je vais être là, je gère le stand. J'aimerais bien te voir. Non, mais je suis trop forte en Oui, je sais. Et ça aussi, vu à la journée là, que vous avez organisée, je me dis, mais c'est une époque, je pensais que c'est une dame timide et tout ça, mais avec les sabards et tout ça. Journée. Et non, regarde, tout le monde rigole dans l'équipe là. C'est une avo timide. Attends, tu m'as vu où avec du sabar? Quand on avait décoré la chambre. Oui, j'ai vu les vidéos. Il y avait les bongos et tout. Oui, voilà. Ça, c'est rien. Ambiance. C'est la base. Non, les bongos, c'est la base. Elle n'est pas mais timide. parce qu'on venait de se connaître. Donc... c'était trop tôt. Elle n'est pas timide. Mais c'est vrai que les salons internationaux, ça aussi, ça se prépare. Moi, j'en ai fait plusieurs. Et ça aussi, faudrait faire de l'échange d'expériences sur ça. Moi, j'en ai fait, mais Sylvie en a fait plein. Marie et tout Nature aussi. Il y a vraiment des gens qui sont devenus experts dans le salon à l'étranger. Mais ça, ce salon-là, c'est le salon qui est parfait pour toi. Et ça se prépare, mais ça peut avoir vraiment un impact incroyable. Totalement. On vient, on prend notre billet, on y va. Ouais, nous, on est partis, on a déjà le billet. On va te trouver dans le réseau, pareil, une spécialiste de la déco qui va nous accompagner sur, tu sais, la mise en scène du stand. Le stand, voilà, c'est ça, la scénographie du stand. T'inquiète, on gère. Je suis in. On est parti déjà. On est parti déjà. Mais non, c'est juste pour te dire qu'en fait, nous, on est convaincus que vraiment ton potentiel, tu n'as même pas encore commencé. Vraiment. Et effectivement, tu as raison de te dire, OK, je structure, j'organise et tout ça. Mais je pense que quand on fait ça, on le fait aussi dans une perspective il y a un objectif et que si aujourd'hui tu te dis, dans 1 an, je vais à Maison et Objets, dans ce cas, tu te mets en ordre de marche, tu vas chercher les structures d'accompagnement pour ça, tu vas recruter Marina et Seynabou pour ça. En tout cas, tu mets le projet en marche, tu vois. Donc ça, c'est important. Bon. Et là, on a parlé en fait de Maison Objet qui est en France, mais comme tu t'es beaucoup inspiré des États-Unis, il y a aussi des salons aux États-Unis qui sont incroyables au niveau déco. Oui. C'est le marché que je comprends toujours pas. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de clients des États-Unis. Okay. Je sais pas comment faire pour percer ce marché. Donc s'il y a des gens qui regardent cet épisode et qui connaissent le marché américain, faites-nous signe, mais surtout, moi, j'ai envie de dire souvent, la bouteille à la mer sur les réseaux sociaux, ça marche du feu de Dieu. Est-ce que tu publies en anglais? Avant, c'est ce que je faisais, mais maintenant, je sais plus en plus français. Non, ce que je dis, c'est que là, en particulier, aujourd'hui, t'imagines, tu fais un post sur LinkedIn où tu dis, je suis je fais ça. Je cherche à comprendre le marché du linge de maison aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un? Et ça marche. Oui, c'est vrai, exactement. Et on a de belles surprises, tu vois. Je vais essayer. Après, mon LinkedIn, il est très microbiologie moléculaire. Tellement ça me fatigue, j'ai plus envie d'aller là-bas. Quand j'y vais, je vois que des scientifiques. En tout cas, peu importe, mais en tout cas, sur la plateforme où, en tout cas, tu es active, tout le monde est partout. Tout le monde est sur LinkedIn, tout le monde est sur TikTok, tout le monde est sur Instagram. Là où tu es à l'aise. Là où vraiment, où ta communauté, tu lances une bouteille à la mer à ta communauté. Donc ça, c'est ça. Moi, je sens que on va bien s'amuser avec ça. Oui, là, on a plein d'idées. Non, c'est ça. Et écoute, je pense qu'on arrive un peu vers la fin de notre échange.
Moi, je voulais te demander, quand là, on a vu ton parcours depuis toute petite, quand tu regardes là en arrière, quelle impression ça te donne? J'ai l'impression d'avoir vécu déjà 50 ans, alors que j'en ai que 34. Tu en as là que 34. Voilà, oui, oh là là. parce que voilà, depuis toute petite, j'ai fait énormément de choses et alhamdoulilah aussi. Donc, Une vie bien remplie. oui, voilà. Et du coup, en regardant ce parcours, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à des gens qui peut-être hésitent à se lancer, qui ont une envie et qui sont peut-être aux comme... jeunes. Et aux jeunes. Parce que nous, il paraît qu'on n'est plus dans les jeunes. Non, on est... Voilà, donc on ne va plus donner de conseils aux jeunes. Non. Donc toi, en tant que jeune, voilà, Alors, quel conseil t'aurais à donner? ne pas avoir peur. Bon, après, oui, il faut des fois prendre des décisions un peu raisonnées, mais il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et être résilient, ça aide beaucoup. Voilà, c'est ce que je dis. C'est pas parce qu'une fois tu as échoué que c'est mort, tu arrêtes. Non, il faut se lever et se battre encore plus. Bon, en tout cas, dans ton parcours, il y a beaucoup de moments qui ont été difficiles, mais qui ont permis de débloquer des choses positives. Exactement, oui. Il y a eu beaucoup ça, donc même tous ces matins où tu te levais et tu allais en pleurant à ta thèse, ça a permis de faire naître Scène Artisan aujourd'hui. Exactement. Clairement. Ouais. Bon, ben écoute, nous, on va sortir un peu du monde très scientifique, etc., pour aller dans l'imaginaire, pour finir cet échange-là. Nous, on a une baguette magique qu'on donne. Elle est tellement magique qu'on ne la voit pas, mais on te l'a donnée. Donc, on a une baguette magique qu'on donne à tous nos invités et on leur dit que cette baguette magique, elle sait tout faire. Je te la donne. Tiens, prends ta baguette magique. C'est une baguette super magique. Elle peut tout faire une fois. Je peux faire Wingardium Leviosa. Voilà. On voit les fans. Hein? Donc, qu'est-ce que tu fais faire à cette baguette? Elle peut tout faire. Hein? Dans tous les domaines. Oh là là. Peut-être que faire en sorte d'avoir un monde meilleur où tout serait en harmonie, les gens auraient le courage de faire ce qui leur tient à cœur, par exemple, et de réussir, de rayonner et de faire rayonner les autres aussi. Peut-être que ça. Wow. Ding, ding. Bravo. Ça, c'est du message là. Ça, c'est de la baguette magique. Tout le monde rayonne, tout le monde est heureux, tout le monde arrive à un peu bisounours. Ah, j'adore. On a besoin de bisounours. Moi, on m'a toujours dit que j'étais bisounours, mais en fait, c'est ça qui nous fait avancer. Si on n'est pas bisounours... j'ai dit, je besoin de câlin. Voilà. Donc, on a commencé par un câlin avant le tournage. Parce qu'on avait besoin de câlin. Tout le monde on a besoin de plus de ça dans le monde où on vit, dans cette folie du monde dans lequel on est en ce moment. On a besoin de ça. Alors, on t'a fait beaucoup parler, on t'a posé plein de questions. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé partager aujourd'hui sur ton parcours que tu n'as pas pu dire pour l'instant? Je pense que j'ai beaucoup dit. Oui, c'était top, merci. Et pour moi, je tenais vraiment à être transparente sur tout mon parcours, dire les moments difficiles, celles qui pourraient paraître un peu honteux. Mais pour moi, c'est important, par exemple, le fait que le maire de Pékin m'ait aidé à partir en France. Pour moi, c'est un truc incroyable et que on devrait plus faire ça. Les maires, je ne sais pas, le gouvernement, si vous m'écoutez, il faudrait faire plus ça. Aller dans les banlieues, les endroits reculés pour voir les enfants qui ont du potentiel mais qui n'ont pas les moyens pour les aider à devenir quelqu'un. Voilà. Parce qu'il y a souvent des gens qui veulent aller loin mais ils n'ont pas les moyens. Donc ils arrêtent de rêver et c'est dommage. Et aussi remercier mon papa, mon tuteur, mon tout. C'est celui qui m'a aidé à devenir la femme que je suis aujourd'hui, Maud Faye. Voilà. On a les Ifoshi et on se rend compte que on a des gens autour de nous qui sont là pour nous aider et c'est magique, ça change. C'est magique et on va dire à notre cher président, si vous nous écoutez aussi, monsieur le président, voilà. Scène Artisan est là. Aider les petites filles à sortir des ngente et à devenir des docteurs, ingénieurs et tout ça. Et des entrepreneurs qui créent des emplois pour les autres femmes, qui valorisent le Sénégal, le Made in Sénégal, un peu partout dans le monde. Tout à fait. En tout cas,
Nous, on est très fiers de t'avoir comme ambassadrice de cet artisanat qui fait rayonner le Sénégal, qui fait rayonner vraiment notre savoir-faire, qui fait rayonner le savoir-faire des femmes et des jeunes, et c'est super important. Et on te souhaite vraiment d'aller très très loin, que tes draps se retrouvent partout dans le monde, que ça fasse le bonheur de beaucoup de familles, parce que c'est ça en fait. Un drap, il n'y a rien de plus intime parce qu'on dort dessus. Donc on te souhaite vraiment d'accompagner vraiment toutes ces familles au Sénégal et partout ailleurs. Merci. Et je tiens aussi à remercier mon assistante. Salut assistante. Oui, elle est toujours là avec moi. La petite sœur. À la maison. Et toute la famille, une belle vraiment aventure familiale finalement, qui s'est construite de manière, on va dire, assez naturelle et spontanée. J'en avais juste marre de faire les Western Union. J'ai dit, maintenant vous travaillez pour gagner. Tu as mis tout le monde au travail. Mais ça, moi, c'est une philosophie que j'ai. Hein. Je donne pas de l'argent, je donne du travail. Je donne du travail, exactement. C'est ça. En tout cas, voilà, on te souhaite beaucoup de succès. Et donc, likez les pages de Seine Artisan et commandez Seine Artisan. Et apparemment, il y a un catalogue WhatsApp au top. Oui, et puis n'attendez pas les mariages, anniversaires au frais, nouveau boulot au frais. Il y a toujours une bonne raison pour offrir un cadeau. Même quand il n'y a pas de raison. Même quand il n'y a pas de raison. Voilà. Pour se faire plaisir. Voilà, et ça, c'est une super bonne raison. Exactement. Pour se faire plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Oui. Merci Fatou. Merci de nous avoir écoutés, regardés. Aujourd'hui, nous étions avec Fatou de Seine Artisan pour découvrir son parcours. Alors, continuez à nous suivre, vraiment à donner de la force aux entrepreneurs en partageant, en commentant, en parlant du podcast Parcours autour de vous. Et on vous retrouve très, très bientôt pour un autre parcours tout aussi inspirant.